bonsoir et bienvenue dans le podcast du 6 mai 2024. Nous sommes à la veille de PSG Dortmund, demi-finale retour de Ligue des Champions. Ce sera le seul thème du soir, à moins qu'on dérive fortement vers Aldaïr et d'autres thèmes que nous abordons parfois. Mais normalement, on va rester sur PSG Dortmund, la demi-retour. On est quatre. Mais pour l'instant, on n'est que trois. Vous vous doutez bien que ce serait trop simple sinon. On a donc Mathieu qui est de retour. Bonsoir Mathieu. Salut à tous. Voilà, et normalement Daryl qui est là aussi. Salut Philo, salut tout le monde. Voilà, bonsoir à tous sur le live. Ça fait très plaisir de vous retrouver. Merci à Si34101 pour le sub à l'instant, c'est très gentil. Ainsi qu'à Thanos Averroès il y a quelques jours, qui a fait ça hors podcast. Mais c'est très gentil à lui aussi, merci. Et merci au fait aux tipeurs. C'est ça que je cherchais à la fin du dernier podcast. Je vous disais, il me manque. J'ai quelque chose que j'ai en tête que je n'arrive pas à retrouver. C'était les tipeurs. Merci à vous. Même si en général, vous avez droit à un petit message personnalisé de ma part. Bref, on revient sur nos moutons, sur PSG Dortmund. Et sur cette demi-finale retour de Ligue des Champions, pardon, le match aller, si vous ne l'avez pas suivi, eh bien écoutez, Dortmund s'est imposé 1-0, but de Niklas Füllkrug en première période. Le grand événement du match, outre ce but, ça a été la blessure de Lucas Hernandez sur la même action que le but, puisqu'il s'est fait les croisés, on l'a appris depuis, en tentant de contrer la frappe malheureusement. On a globalement trois grands thèmes ce soir, hein. Enfin trois grands sous-thèmes autour de ce PSG Dortmund. Le premier grand thème, ça va être le pouls de l'avant-match. La causerie d'avant-match, on me dit-on sur live, je vais me contenter du pouls de l'avant-match, hein. La causerie, je laisse ça aux spécialistes, je suis pas Pascal Duprat. Mais c'est vrai que s'ils pouvaient être à l'heure demain, ça nous arrange un peu. Ensuite, on fera un grand tour sur les compos, parce qu'il y a beaucoup plus de doutes sur les compos du match retour que du match aller, entre l'absence de Lucas Hernandez, d'éventuels ajustements, Luis Enrique, tout ça. Donc on va faire beaucoup plus de compos, puis ensuite on évoquera, comme on le fait souvent, on fera un petit tour des clés de la rencontre. Voilà. Philo, je t'aime, veux-tu m'épouser? Non, c'est très gentil, mais moi aussi je t'aime très fort, le Parisien 14-21, mais j'ai déjà pas mal de monde dans ma vie, ça va aller. Donc merci à toi. Mais je peux t'héberger éventuellement si tu es pas trop pénible, mais pas plus, je suis désolé. Allez, sur ce, on va donc attaquer ce pouls de l'avant-match. On me dit bonsoir au briseur de cœur. Oh, écoutez, le seul cœur qu'on souhaite briser, c'est le cœur jaune et noir du BVB, le Echtelibe comme ils disent. Mais voilà. Bah tiens, première question qui va un peu concerner notre pouls de l'avant-match et un peu cette rencontre. On me demande la confiance des... et bonsoir à tous au live au fait, j'avais oublié de vous saluer. La confiance des joueurs dans les médias n'est-elle pas exagérée? Bah, c'est justement une des questions de l'avant-match. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, je crois c'est le rédacteur de cet après-midi qui a traité la conf de Marquinhos me disait, je crois qu'il a dit 29 fois le mot confiance dans sa conférence de presse d'avant-match. Je crois que c'est un record. J'ai jamais entendu ça. Après, dans les gens qui se sont vraiment avancés, il y a Mbappé qui s'est beaucoup avancé, qui a dit ouais, ouais, on va se qualifier, il n'y a pas de souci, c'est bon, c'est réglé, on fait ça, voilà. 22 fois, pardon, pas 29 fois, mais 22 fois quand le mot confiance vient par Marquinhos. Daryl, Mathieu, est-ce que vous comprenez cette confiance des Parisiens? Quel est votre degré de confiance, vous aussi? Qui veut se lancer? Allez Mathieu, tu es l'habitué du pouls du match. Alors tu vas nous faire un bon pouls de l'avant-match, s'il te plaît. C'est un optimisme d'habitude, mais donc je ne sais pas si je suis le plus indiqué pour traiter le thème. Mais après, on peut il y a aussi y voir une stratégie, entre guillemets, qui a été celle de tout le club depuis le match aller, c'est-à-dire de chauffer un peu l'atmosphère, de faire en sorte que voilà, les supporters arrivent gonflés à bloc, pour reprendre une expression qu'on a pas mal utilisée ces dernières années, pour le match retour au parc et qui mettent un peu le feu au stade que Dortmund sent de la pression et sans doute que sur un entame de match que tu souhaiterais très rythmé et très dynamique de la part du PSG, bah, ça puisse faire la différence et emmener la qualification de ton côté. Le fait de jouer un match retour à domicile au parc avec toutes les options de se qualifier, c'est quand même un avantage ou du moins une caractéristique qu'il faut prendre en compte et sur laquelle il faut jouer. Donc moi je comprends que le PSG essaye de chauffer un peu à blanc comme ça l'atmosphère, l'environnement. C'est répété dans les messages des joueurs, ça a été répété même sur des instants un peu volés, entre guillemets, des vidéos par téléphone de Luis Enrique comme ça, prises par des supporters à la fin d'un entraînement qui disaient on va gagner, etc.
Ça passe aussi par une communication plus officielle de la part du club qui a multiplié les messages de mobilisation, on va dire, des supporters depuis quasiment quotidiennement, depuis Depuis, le match aller. ouais, depuis Donc, je pense vendredi, et que, ça s'est ouais. vraiment accéléré dimanche en termes de communication, quoi. Donc voilà, après, il y a toujours le risque que ça tombe un peu à l'eau, que ça fasse un pchit, et que voilà, tu te prennes un but rapidement en début de match ouais, qui plombe un peu l'ambiance, qui mette la clim. Et voilà, et que tout ce que tu as pu construire pour essayer de réchauffer l'atmosphère, ben, ça tombe un peu à l'eau comme ça dès le début du match. Donc évidemment, c'est du sport, c'est du foot. Tout peut se passer et rien ne te garantit, mais je ne suis pas étonné ou choqué par cette stratégie. En plus, on est dans une position où on doit faire la remontée. Donc tu dois essayer d'appeler à des facteurs un peu extérieurs, surtout que pour le terrain, tu ne vas pas montrer des choses suffisantes au match aller pour avoir cette confiance. Donc, il faut sans doute appeler à d'autres facteurs et s'en remettre voilà, à d'autres caractéristiques, d'autres conditions. Et jouer sur le public, jouer sur l'environnement et essayer de tirer sur cette corde-là peut en faire partie. Après, il ne faudra pas que ça demain. Ça, c'est évident et je Oui, pense que tout le monde en a conscience. ouais, c'est ça. C'est pas le public qui va te gagner le match, hein. Mm. Non, il y a un truc qui me parle beaucoup sur le live. Il y a des gens qui me disent ça nous rappelle un peu le fameux Ensemble on va le faire. Alors pour les plus jeunes d'entre nous, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de mémoire, Ensemble on va le faire, c'était le hashtag lancé par le PSG en février 2018, après la défaite à Madrid 3-1 en huitième de finale aller, où le PSG avait pas plutôt été bon à l'aller, mais s'était fait plier dans les 10 dernières minutes par Cristiano Ronaldo et un excellent coaching de Zidane. Et on avait eu une campagne pas possible. Bon, entre-temps, Neymar s'était blessé. Le match Ah, est arrivé. les flyers à la sortie du Ah métro oui, et voilà. de... Bref, énorme campagne de communication du PSG. Le problème, c'est que le Real Madrid nous a envoyé une masterclass terrible au Parc des Princes. On s'est fait doucher comme rarement. Honnêtement, on n'a pas touché une bille ce soir-là. On perd que 2-1 parce que on a un petit but de renard qui traîne, mais il y aurait pu y avoir 4-1, c'était pareil. Et 4-2 à plat avec Lucas Vasquez et Asensio sur les côtés, exactement. côté Real. Ah oui, non mais ils nous ont fait. Zidane nous a fait. Il a quand même laissé Modric et Kroos sur le banc de touche toute la rencontre, hein, pour vous donner une idée de la raclée qu'on a pris. Il a même pas besoin de les faire rentrer de mémoire. Et bah, ensemble, on n'avait rien fait, si ce n'est une énorme bouse. Carton rouge de Verratti, effectivement, histoire de finir le travail. On me dit sur live, effectivement, heureusement, Dortmund n'est pas du niveau du Real 2018. Un Real 2018, c'est triple champion d'Europe en titre, enfin double qui allait devenir triple. Voilà. Mais j'avoue que quand je vois la communication du PSG, ça me rappelle pas mal cet épisode et je suis pas le seul à y repenser. Où à chaque fois je me dis, ensemble, on n'a rien fait du tout. Alors s'il vous plaît, arrêtez pas. Mais c'est inconscient en fait cette comparaison parce que bah ça a rien à voir. Le PSG de cette équipe-là, je pense qu'il ne reste que Marquinhos. Et je suis même pas sûr qu'il avait joué ce match-là parce que si il avait dû jouer parce que Silva était revenu donc il était parti sur le banc. Il ne reste que Marquinhos et Mbappé. Bon, depuis il a fait autre chose dans sa carrière, hein, l'un comme l'autre. Euh, En face, ce n'est pas le Real Madrid. Le score a remonté, ce n'est pas 3-1, c'est 1-0. Et surtout, comme je dis sur live, c'était il y a 6 ans. Et l'entraîneur n'est pas le même. Et d'ailleurs, Emery le dira, il s'était trompé dans son approche, il s'était trompé dans sa compo. Il n'y a pas grand chose à voir. Mais j'avoue qu'à chaque fois qu'il y a une grande campagne de communication du PSG, je repense au mythique Ensemble on va le faire. Et j'ai un peu de mal à m'en défaire. En revanche, après il y a la communication des joueurs, tout ça, on y croit. Bah, j'espère que vous y croyez, bande de patates. Il y a un 0 au match aller, vous avez touché deux fois le poteau, c'est eu, je sais pas, quelque chose comme 7 occasions franches. J'espère que vous y croyez quand même. Mais bon, chaque match est différent, il faudra mettre les choses en place. Sur le live, il y a une personne qui me demandait la conférence de presse des uns ou des autres. J'ai regardé Luis Enrique, qui a été égal à lui-même. Très confiant, très dynamique, très positif. A pas dramatisé l'échec surtout, qui est quelque chose qu'on a souvent fait au PSG, de se mettre dos au mur de façon un peu débile. Moi, je me souviens justement le fameux PSG Real dont on vient de parler, là, où on n'avait rien fait ensemble. La veille du match, Zidane, il arrive en conférence de presse, il a un sourire pas possible, il dit mais pourquoi vous me parlez de pression? On va jouer un super match, c'est génial. Et je me souviens d'Emery un peu tremblotant face aux questions, à pas vouloir répondre si Thiago Motta allait débuter ou non. Bah aujourd'hui, le Zidane, il s'appelle Luis Enrique, et le Emery, c'est peut-être Terzic, même si j'ai pas eu le temps de regarder ce qu'il avait raconté. Bon, voilà, les choses changent, évoluent. Que le coach soit comme ça dans son approche, dans son expérience et dans le fait que... Oui,
C'était plus sur le match de 2020, désolé, je t'ai coupé mes excuses, mais c'est plus le match de 2020 qu'il faudrait comparer peut-être, comment on avait abordé Ouais, le précédent aller-retour face à Dortmund. J'avais l'impression que c'était un peu plus défaitisme côté de l'environnement en 2020. En plus, il y avait des absents, on allait jouer, je pense, avec Gay Paredes au milieu, il y avait Mbappé qui pouvait pas être titulaire, etc. Thiago Silva aussi qui était absent lors du match retour. Mais par contre, ouais. l'équipe semblait assez confiante. Il y avait ces images notamment de Neymar à la sortie du bus avec son enceinte, etc. Donc c'est peut-être que c'était pas, peut-être que l'équipe était assez imperméable à ce qui se disait à l'extérieur, mais j'ai l'impression que c'était plus négatif à l'extérieur, mais l'équipe n'était pas moins confiante. Ça Dortmund il y a 4 ans. Oui, 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 voilà. Tu as raison de comparer les deux. Après, en plus, 2020, c'était particulier parce qu'il y avait le Covid aussi entre-temps. On jouait à huis clos, c'était une ambiance très particulière. C'était le début de la pandémie, pour ceux qui se rappellent. Euh, voilà. Mais c'est vrai que globalement, tu joues une équipe de Dortmund qui se rapproche beaucoup plus du Dortmund de 2020 que du Real de 2018, malgré tout. Tu as raison de le dire, Mathieu. Bon. T'es obligé de faire cette comparaison avec le fameux ensemble, on va le faire, parce que ça avait été un tel écart entre l'engouement que le club avait tenté de mettre et le rendu final. Mais voilà, c'est comme ça. Et oui, Dortmund, PSG Dortmund 2020, c'est Di Maria avec les fumis, c'est Kurzawa qui se retrouve au milieu de la foule, etc. etc. Bon, c'était une belle fête. On espère que ça sera la même demain. Mais on n'en est pas encore là. Daryl, de ton côté, sur cet avant-match, comment tu le ressens? Comment tu le vis aussi? Bah, oui, que vous avez beaucoup parlé de la confiance et effectivement, bah, on voit quand même qu'il y a une campagne de communication assez claire de la part du club, axée sur ça. J'avais pas vu, la conférence de presse de Marquinhos là, donc j'ai un peu rattrapé, et effectivement, oui, le mot ressort beaucoup, beaucoup de fois, énormément de répétitions, donc bon, c'est assez clair que voilà, c'est une stratégie de com. Je suis pas forcément, très, très fan moi de l'insistance, du fait d'insister autant sur cette confiance, évidemment bon diffuser, des ondes positives, et mobiliser le public évidemment ça c'est nécessaire, mais là je trouve que c'est peut-être, un peu trop, voilà, on n'a pas entendu forcément les joueurs, beaucoup les joueurs s'exprimer là-dessus. C'est pas, on n'est pas au niveau, par exemple, de l'excès de confiance pour le coup, diffusé par les joueurs du Barça au tour précédent. À part peut-être bah, pour Mbappé qui a tenu des propos quand même très similaires à ceux de Lewandowski, qui avait annoncé qu'il serait au rendez-vous des demi-finales. Et on sait comment ça s'est terminé. Donc, ouais, je suis pas forcément très fan voilà, des grandes phases, des grandes phrases comme ça, mais bon, après, je pense pas que ça aura une incidence particulière sur voilà, l'état d'esprit des joueurs. Je pense que, en tout cas, j'espère que voilà, le niveau de confiance, le niveau de tension qu'aura obtenu Luis Enrique par rapport à ses joueurs, sera le bon. Que voilà, il y aura ni bon, visiblement, les joueurs, on ne risque pas de voir les joueurs se liquéfier, mais voilà, je pense qu'il n'y aura pas non plus d'excès de confiance, et que voilà, les joueurs savent ce qu'ils ont à faire. Euh, Là, sur cette campagne de Ligue des Champions, c'est vrai que bah, deux fois, on s'est un peu loupé au match aller. On a sorti des premières mi-temps, enfin trois fois du coup maintenant, des huitièmes au demi. On s'est loupé, que ce soit les joueurs ou le coach, hein, ou le staff. On s'est un peu loupé sur les premières mi-temps notamment. Et à chaque fois, en tout cas en huitième et en quart, le tir a été rectifié avec des prestations pleines, des matchs qui font partie des meilleurs de la saison, très clairement. Donc, je pense que là aussi, le contexte de la préparation avec bah, ces 6 jours qu'on a eu comme la dernière fois, c'est quelque chose de très positif qui aura permis au staff d'apporter les corrections nécessaires et que ça joue aussi bah, sur cette confiance. Et donc je pense que tous les joueurs seront prêts demain,
et que le public sera aussi incandescent pour ce match qui est en soi le plus grand match qu'il est possible de disputer au Parc des Princes, hein, puisque une demi-finale de Ligue des Champions à domicile, il n'y a pas, voilà, il y a pas mieux, en tout cas comme match à domicile. Donc voilà, je suis moi à titre personnel, je suis aussi relativement confiant par rapport un peu paradoxalement au déroulement du match aller où on s'est un peu loupé, mais malgré ça, voilà, il y a eu des occasions franches. Dortmund a été un peu meilleur, mais pas non plus nettement au-dessus. Donc, je pense que voilà, avec les correctifs nécessaires et le fait aussi d'être un peu dos au mur et de ne pas avoir de questions à se poser, de ne pas avoir un score à gérer, va plutôt être en quelque sorte un mal pour un bien, on va dire. Donc voilà, hâte d'être à demain, évidemment. Et pour l'instant, je suis plutôt confiant aussi. Luis Enrique a été, comme à son habitude, voilà, assez en Une bonne confiance, c'est un peu le antidote. thème. Ouais, voilà. C'est pour toutes les personnes qui pouvaient éventuellement douter, bon, c'est quand même plutôt rassurant quand on l'écoute. Et puis, j'ai trouvé bien plus positif, plus ouvert qu'avant le match aller où je sais pas, il avait l'air un peu plus renfrogné, Ouais, plus, il était c'est pas forcément pas tendu. Ouais, mauvaise, ouais, c'était pas, il mauvaise dégageait pas les humeur. mêmes. Ouais, je suis d'accord avec Ouais, toi. voilà. Avant l'aller, je l'avais justement, j'en avais parlé, je sais plus, je crois que c'était avec vous dans le podcast. Je disais ouais, c'est bizarre, il y a un comment dirais-je un sentiment qu'il diffuse qui rappelle pas du tout le match à Barcelone. Il rappelle, Ouais, exactement, ouais. on a l'impression qu'il sentait que ça, il y avait un truc qui allait pas quoi. Et d'ailleurs, la première mi-temps, Voilà, c'est ça, c'est ça. il a trouvé que son équipe avait pas été du tout bonne quoi, mais il y Oui, avait je sais pas, comme un s'il sentait l'équipe pas prête ou je sais pas, quelque chose comme ça. Mais là, c'était vraiment complètement différent. Là, il était bien plus semblable dans l'attitude à ce qu'il avait diffusé avant le match contre Barcelone, ouais, en tout cas moi personnellement me rassure pas mal quoi. Parce que je pense que voilà, footballistiquement, on a toutes les qualités pour passer et que beaucoup de choses vont se jouer au niveau du mental, comme ça avait été le cas contre Barcelone. Et donc voilà, ce que diffusait le message que diffuse l'entraîneur et puis son état d'esprit, sa manière d'être avec les journalistes, c'est quelque chose. C'est bon, ça peut être après, ça peut n'avoir absolument aucune importance, hein, mais moi je sais pas, j'ai tendance quand même à y voir un peu un signe de la préparation, voilà, de comment en tout cas l'entraîneur sent ses joueurs pour le match à venir. Et là, j'ai l'impression que Luis Enrique sent l'équipe prête. Oui, c'est ça. C'est marrant sur le live, c'est qu'il y a des réactions assez diverses et variées. Du j'ai très confiance, j'ai pas trop confiance, il y a un peu de tout quoi. C'est voilà, c'est bon. Ça dit aussi des choses concernant le fait que il va falloir jouer, il va falloir gagner et c'est pas offert au coup d'envoi j'allais dire les 3 points, mais les 3 points ne nous serviront pas à grand chose. Ce serait plutôt les 3 buts. Statistique intéressante pardon, qui a été donnée dans le live. Dortmund est venu 3 fois au Parc des Princes et n'a marqué aucun but. À savoir 2010, c'était Europa League, ça devait être septembre 2010 par là, pas de but. Mars 2020, pas de but. Et en début de saison, à savoir septembre 2023, toujours pas de but. Alors après, si je veux faire le monsieur pénible, en fait ils ont marqué un but puisqu'ils étaient venus sur le tournoi de Paris de la saison 92-93 en match amical et je crois qu'ils avaient perdu 2-1, non 3-1 à l'époque, voilà. 26 juillet 1992, ils ont marqué ce soir-là, je vous donne même le truc, le lien vers histoiredupg.fr. Oui, ça veut rien dire ces stats. Enfin, ça veut rien dire oui et non, parce que ça confirme aussi quelque chose, c'est que Dortmund est quand même une équipe bien meilleure à domicile qu'à l'extérieur, même si cette saison ils sont allés gagner à Newcastle, ils sont allés gagner à Milan, et ils sont allés Ils ont failli égaliser à Madrid, mais ils ont perdu quand même. D'ailleurs, si avec le score de Atlético Madrid BFAOB, ils auraient eu prolongation, puisque si, enfin, ils ont perdu 2-1 à Madrid, donc ça serait prolongation dans notre cas.
Quel impact pour eux le départ de Marco Reus? Oh, franchement, pas grand-chose sur le terrain parce qu'il est remplaçant depuis maintenant 4 ou 5 mois au moins. Il est en fin de cycle, c'est un joueur qui a 34 ou 35 ans même. Mais ce qu'ils se disent, c'est que le PSG va jouer pour Lucas Hernandez qui s'est blessé. Et Dortmund veut jouer pour Marco Reus, qui s'en va donc après 12 ans à Dortmund en n'ayant rien gagné d'autre que des Coupes d'Allemagne, deux de mémoire. En ayant perdu des titres de façon absolument incroyable, en ayant perdu une finale de Ligue des Champions aussi. Voilà. Sur Dortmund, Adeyemi, on va en parler après d'Adeyemi parce que c'est très intéressant ce qui se passe sur côté BVB et ça a un gros impact sur leur composition d'équipe. Sur l'avant-match, le pouls de l'avant-match, Daryl, Mathieu, on a fait le tour. Omar est censé nous rejoindre bientôt, en fait. C'était lui le quatrième, je ne l'ai pas présenté tout à l'heure, mais il a dit d'ici vers 22h30. Donc peut-être que ce sera 23h, peut-être que ce sera 22h30, on verra. On va passer au compo. Je vous propose d'attaquer, comme ça fait la transition avec Adeyemi par la compo côté Dortmund. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un peu plus d'incertitude qu'au match aller, puisqu'il y a justement ce fameux doute à Adeyemi. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, le Borussia a joué ce week-end contre Augsbourg. Ça a été absolument inintéressant, puisque il y a 10 des 11 joueurs de champ qui ont changé. Donc vraiment plus rien à voir. Il y a même 3-4 mecs qui ont été mis au repos, qui n'ont pas joué du tout. Mais il y a quelque chose d'intéressant, c'est que Karim Adeyemi, qui avait fait si mal au match aller à Hakimi, notamment au PSG en général, est rentré pour une petite demi-heure et il s'est fait un peu mal, puisque dimanche, il n'était pas à l'entraînement, il était en salle avec Sébastien Haller, qui est l'autre incertain. Et ensuite, ce lundi, entraînement au Parc des Princes. La petite troupe du Borussia, donc il est dans le groupe, hein, d'ailleurs parce qu'ils ont été tous en retard à l'aéroport à cause de sa femme qui était en retard, parce que le Borussia a ramené les compagnes des joueurs, je sais pas trop si c'est une bonne idée, mais bon, ça c'est leur problème. Et Adeyemi a commencé la séance avec le groupe, et comme l'a signalé, je crois que c'était, comment il s'appelle, c'était Harris de Foot National, il est parti faire une séance individuelle. Il a même pas fait la petite partie, les petits jeux techniques, donc on sait pas trop dans quel état il est. Mais il n'est pas à 100% très clairement parce que il s'est pas entraîné hier. Aujourd'hui, il arrive même pas à toucher le ballon. C'est quand même pas un très très bon signe le concernant. Alors je vais pas pleurer, hein, parce qu'au contraire ça fait du bien. Mais ça a quand même de vraies conséquences parce que s'il peut pas jouer, ça a quand même été l'un, si ce n'est le meilleur Borussen de l'année, au moins dans le domaine offensif, hein. Quoique Füllkrug marque et pèse beaucoup, mais bon. C'est quand même un joueur très important pour eux. Leur compo risque forcément de changer. Alors, est-ce qu'il sera en mesure de faire 90 minutes? Est-ce qu'il sera même en mesure de débuter, d'être sur la feuille de match? C'est à voir. Voilà. Concernant le reste de la composition d'équipe du Borussia, ça sera probablement à peu près la même qu'à l'aller. Alors, il faut se rappeler qu'en septembre, quand Dortmund était venu au Parc des Princes, Dortmund avait abandonné son 4-3-3 habituel ou 4-2-3-1 pour un 5-3-2 qui n'avait pas du tout marché puisqu'ils n'avaient pas touché une bille de la rencontre. Est-ce qu'ils vont retenter le coup? Je ne pense pas. Mais ils auraient plus ou moins les joueurs pour le faire s'ils le voulaient. Est-ce qu'ils vont mettre le bus? J'ai un peu de mal à y croire, mais il est possible qu'ils jouent un peu comme au match aller, savoir défendre très très bas, et puis quand ils ont un contre, ils partent à 1000 à l'heure. Mais en gros, leur compo, ça serait donc Kobel dans les buts forcément, de droite à gauche derrière Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Madsen. Je crois que sur les 4, il y en a aucun qui a joué ce week-end. Si Schlotterbeck est entré en jeu de mémoire. Ensuite, au milieu de terrain, Emre Can devant la défense, associé à Marcel Sabitzer. Brandt en 10. Sancho à droite. Füllkrug en pointe. Et à gauche, donc, un joueur. Si Adeyemi n'est pas là, ça change beaucoup de choses, puisque ça veut dire que ça peut être soit Reus dans l'axe et Brandt à gauche, soit Daniel Malen, parce que comme on me signale sur le live, il est revenu, il a rejoué ce week-end, il a joué une petite heure. C'est lui d'ailleurs que Adeyemi a remplacé sur la dernière demi-heure avant de se blesser. Soit le jeune anglais Binoé Gittens, qui est un ailier gauche, effectivement. Mais il y a un vrai doute à cet instant sur l'identité de ce ailier gauche allemand. Alors au match aller aussi, il y avait une incertitude parce que Adeyemi n'était pas dans une très grande période. Bon, il s'avère qu'il a fait un excellent match. De votre côté, Daryl, Mathieu, vous imaginez plutôt Dortmund
Tenter à tout prix de remettre la même équipe, changer de composition, de dispositif. Un avis, oui, Daryl? Moi, je pense que si Adeyemi n'est pas en mesure de tenir sa place, je verrais bien Baino Gittens parce que Malen, du coup, il aurait joué quoi? 2 matchs en un mois, c'est ça? Enfin, Ah bah, en il a gros, joué, 90 minutes sur le voilà. mois, quoi. Ouais, il a joué depuis la trêve internationale de mars. Il a joué 25 minutes à Gladbach il y a 3 semaines et demie et 57 minutes contre Augsbourg ce week-end. Ouais. Ouais, donc, bon, alors je sais pas du coup quel est le temps de jeu de Baino Gittens récemment, parce qu'il est pas du tout rentré face à nous, il me semble. Il est rentré, si je crois, en toute Euh... fin de Ah, rencontre. si, ah oui, 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 Ouais, il il est est rentré en fin rentré, de ouais. match, ouais. Mais il joue pas beaucoup, hein, Baino Ouais, Gittens, hein. Puis c'est normal, c'est ouais. un tout jeune joueur, hein. Donc, Non, parce il avait quand même joué en poule, si je dis pas de bêtises, et puis contre le PSV, est-ce que c'est lui? Non, c'est contre le Milan. Je crois qu'il avait été pas oui. mal. Et à Il y Milan, a un match où il est très performant. celui à Milan, c'est le match où il les massacre. Il fait un but, une passe décisive. Et Ouais, voilà. bah, ils avaient mis, je crois qu'ils avaient mis Florenzi face à lui. Bon, non, Ou Calabria. Calabria. C'est Calabria Ouais, ouais, ouais. qui a Ouais, souffert ouais, bah forcément. oui. Et Alors, puis, après, voilà. il s'était retrouvé dans une situation parfaite. C'est qu'il mène au bout de 10 minutes. Et après, ils ont pu jouer en contre toute la rencontre. Et effectivement, bah, le penalty, c'est Baino Gittens qui l'avait provoqué. Le but du 2-1, c'est encore Baino Gittens, pareil, qui avait été lancé en profondeur. Et ensuite, il sort, je crois, et c'est bah, justement c'est Karim Adeyemi qui met le 3-1 juste après la sortie de Baino Gittens, si je me trompe pas. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, Donc, bon. oui, je pense que c'est une option à considérer, mais à mon avis, Adeyemi, enfin, avec sans séance d'entraînement avec ballon, que ce soit en veille de match ou à l'avant-veille, j'ai du mal quand même à le voir être titulaire. Je te rejoins un peu, mais enfin surtout la Ligue des Champions, c'est une intensité. Là, en gros, son dernier entraînement, Oui, c'est voilà. vendredi. Après, il a joué une demi-heure ce week-end. Et là, bah, dimanche, séance en salle, même pas décrassage, hein, séance vraiment en salle avec Allaire. Et ce lundi, alors peut-être que c'est un gros coup de bluff, mais non, parce qu'il est carrément rentré au vestiaire avant la fin, avant même la fin du quart d'heure ouvert à la presse. Donc bon, Oui, voilà. Donc à moins que ce soit un coup de bluff, bon, dont je vois pas trop, je je vois, verrais pas trop l'intérêt. ouais, pareil. Je, je pense que Adeyemi, il sera au mieux sur le banc. Puis c'est un peu pareil pour Haller, bon, qui était sur le banc la semaine dernière, mais même pas Qui, dans le groupe ce week-end, ouais, bah, dans un match où ils ont complètement fait tourner. Ah, je peux il y expliquer a une pourquoi. explication? Bah oui, parce qu'en Ligue des Champions, t'as 23 noms sur la feuille de match. En Bundesliga, t'en as que 20 ou même 18. 20, Ah, t'en ouais. as. Donc, tu as moins de place et tu réduis. Et comme le mec est pas forcément apte, bah tu le mets pas. Demain, à l'air, il sera sur le banc de touche. S'il rentre en jeu, c'est plutôt bon signe pour le PSG. Ça voudra dire que le PSG est probablement en train de mener. Donc, Ouais. voilà. Euh, bon, à voir. Adeyemi il sort du terrain. J'avoue que j'ai pas regardé le match, j'ai vu la compo, je fais bon ça sert à rien, ça n'a rien à voir avec l'équipe qui sera au Parc des Princes. Le score m'a suffi. Mais je sais pas, pour moi il a joué le match mais il est pas sorti. Enfin il est rentré en jeu donc il n'a pas été re-remplacé, mais visiblement il avait mal à la fin de la rencontre. Donc, voilà. Mathieu, un avis sur la compo de Dortmund, tu les imagines continuité parce que bah, s'ils marquent un but, ils savent que nous il va falloir qu'on en mette un certain nombre, ou au contraire plutôt l'approche prudente du match, aller 5-3-2, tout ça. Disons que l'approche n'est pas évidente pour eux parce que le 1-0 après le match aller, c'est un score évidemment favorable mais qui est un peu traître. Je sais pas trop s'il faut aller chercher le deuxième but, mais qui te garantit pas grand-chose parce que dans tous les cas, Paris doit marquer 2 fois pour se qualifier, à moins d'aller au tir au but. Euh, Soit vraiment défendre et essayer de garder ton avantage pendant 90 minutes au parc face à l'escouade offensive du PSG, ça, ce qui paraît assez ambitieux comme plan de jeu dès le départ. Donc, c'est pas évident hein, l'approche qu'ils doivent avoir. C'est vrai que la présence non ADI change les choses. De ce que vous dites, je les connais assez peu en Dortmund, donc je me fie à ce que vous dites. Ils n'ont pas de remplaçant clair qui pourrait prendre la place dans l'équipe. Après, il faut voir quelle est vraiment la nature de la blessure, parce que si c'est un joueur qui a joué ce week-end et qui a juste raté 2 entraînements, il est malgré tout dans le rythme de la compétition. Donc peut-être qu'il n'était pas en état pour vraiment pousser un entraînement ce soir, mais en 24 heures, peut-être qu'il peut se refaire. Donc je ne sais pas exactement quelle est la Il nature était,
de sa blessure. Il était strappé jambe gauche en fait, à la cuisse. Strappé à la cuisse gauche. Mais moi, tu vois, un truc qui, je suis d'accord avec toi, mais qu'il fasse même pas les petits jeux où tu tapotes à peine dans le ballon, j'avoue que je suis un peu genre, ouais, enfin, c'est pas grand chose quoi. Tu étais pas en train d'envoyer des frappes de 30 mètres quoi. Donc, à voir. Mais tu as raison, oui, il est totalement dans le rythme de la compétition, Adeyemi, hein. Il joue tout le temps. Mm. C'est pas, voilà. Mais c'est un Ouais. peu, disons que c'est un peu louche ce qui s'est passé. Mais par contre, il y a une option que je vois pas trop, c'est passer à 5 derrière en son absence. Je pense que quand tu es un entraîneur, t'envoies un message qui est tellement radical quand tu fais ça que tu peux pas vraiment te le permettre. Et si Adeyemi ne jouait pas, je pense qu'il trouverait une solution pour adapter un joueur, pour au moins garder le même système. Parce que si tu vas dans l'idée au parc de barricader et de jouer à 5 derrière, je pense que tu envoies un message qui est pas le bon à ton équipe en tant qu'entraîneur. Donc, on Mais ne le surtout verrait qu'ils pas l'ont faire ça. fait. Ouais, ils l'ont fait une fois cette saison, je crois, et c'était Oui, ça, tu sais. en poule, ils ont perdu et puis ils ont quand même exprimé pas mal depuis leur regret sur leur non-match ce soir-là, quoi. Donc Ah, j'aurais beaucoup de mal aussi à envisager. Enfin, j'ai beaucoup de mal à les voir à 5 derrière sur cette rencontre, alors que ils en gardent quand même un très mauvais souvenir. ah bah oui, ils arrêtent pas d'en reparler. Je crois que c'est le match qu'ils ont perdu dont ils ont le plus parlé. Ils ont pris 4-0 à domicile par le Bayern, mais ils ont plus parlé du match contre le PSG en septembre. Euh, t'as raison Mathieu dans ce que tu dis. Surtout, je pense que si tu acceptes de te mettre à 5 derrière, genre le fameux 5-3-2 qu'ils avaient sorti là de l'aller, ou 5-4-1 peu importe, tu te mets dans une position où tu sais que tu vas passer beaucoup de temps à défendre, et ça se voit que c'est une équipe fatiguée. C'est la fin de la saison pour tout le monde. Les équipes sont fatiguées, pardon. Je sais pas si vous revoyez le match aller en tête, autour de la 60e, avant que Terzic fasse des changements, ils se rendent compte qu'ils sont dans un creux physique. Qu'ils ont du mal parce que le PSG enchaîne les temps de jeu, qu'ils les font aller à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et au bout d'un moment, tu peux pas tenir 90 minutes comme ça en 5-4-1. Euh, Ça t'use trop, quoi. Après, c'est sûr que, comme on dit sur live, le 5-4-1, comment dirais-je, tu te protèges bien, tu concèdes en théorie pas grand-chose. Et contre le PSG, ils avaient certes été brinque-ballés et perdus à la fin, mais en première mi-temps, ils concèdent pratiquement rien. Il y a le tir de Vitinha sur le poteau, et c'est à peu près tout. On marque sur un penalty où ils sont encore en train de ruminer ce penalty sur une main, voilà. Mais ils étaient un peu en sur-régime, comme on le dit sur live, mais ça a tenu chez eux, quoi. Donc, est-ce qu'ils vont tenter de repartir dans cette voie? J'ai un peu de mal à y croire, à vrai dire. Mais sur la fin de match, je serais pas surpris qu'ils le fassent, par exemple. S'ils mènent, C'est sûr, si à un quart d'heure de la fin, évidemment, s'ils sont toujours en position de qualification, là, l'entraîneur il est bien pragmatique, comme Luis Enrique avait été pragmatique à Barcelone. Enfin, il a fait rentrer des Ugarte, il a fait rentrer des joueurs défensifs. Hein. Donc, oui, entrée de Niklas Zule pour le dernier quart d'heure. Ça, je le vois gros comme une maison. Et oui, très juste sur live, c'était il y a 8 mois le premier match de poule. Mais c'est à la fois très loin, mais dans la même saison, donc avec des joueurs qui ont pas, bon, qui ont changé chez eux, hein. Madsen n'était pas là, Sancho n'était pas là, on a vu que ça fait des bonnes différences. Mais malgré tout, l'entraîneur elle-même et Dinterzic, sur toute la campagne de Ligue des Champions, il a montré que il s'adapte énormément selon les contextes des matchs. À l'Atlético, euh, l'Atlético joue en 5-3-2, bah Dortmund s'est mis à attaquer en 3-2-5 pour coller leur système à celui d'en face. Quand ils sont allés à Newcastle, ils se sont adaptés. Quand ils sont allés à Milan, ils se sont adaptés aussi. C'est une équipe qui est beaucoup dans l'adaptation. Au match aller, malgré tout, ils se sont un peu adaptés aussi. Dans leur façon d'attaquer, ils sont passés par les côtés au lieu de jouer dans l'axe et tout. C'est une équipe qui s'adapte énormément. Terzic est pas le coach du siècle, mais c'est un bon entraîneur. Et il fait surtout, comment dire, des ajustements souvent bien sentis. Il a bien géré sa campagne Ligue des Champions. Faut pas oublier qu'ils sortent premier de la poule parce qu'ils vont gagner à Milan où on a perdu, parce qu'ils vont gagner à Newcastle où on s'est fait déboîter, et que chez eux, bah, ces deux équipes-là leur ont pris, si Milan a pris un point et Newcastle avait perdu sans faire une frappe cadrée pratiquement. Donc c'est une équipe qui est un peu un peu mouvante, un peu caméléon. À voir ce qu'ils feront. Et c'est possible aussi qu'ils changent en cours de match parce qu'il n'y a pas de raison. Effectivement, le scénario pourrait les faire changer. On nous dit Sancho ne refera pas mes matchs, or c'est lui le facteur X du match aller. Si vous vous rappelez la dernière double confrontation en huitième, celui qui avait
fracassé le match aller, ça avait été Erling Haaland. Le match retour, il a pas vu mais du tout le jour, par exemple. Kimpembe, on avait fait du petit bois. Et voilà. Après, bon. Le J- facteur X, demain, c'est Mats Hummels. Alors Mathieu, où en est-on des cotisations retraite de Mats Hummels, s'il te plaît? Où en es-tu? Ouais, on verra demain. On verra demain si c'est lui ou si c'est Mbappé qui part à la retraite. Bah, Mais l'un des deux voit sa carrière finie demain. ah, carrément. C'est fin de carrière. Mathieu, il est pas là pour rigoler. C'est pas fin de contrat, c'est fin de carrière direct, hein. Mais bon, c'est possible que les deux soient en fin de contrat dans un mois et demi en tout cas. Donc bon, on verra la suite. Euh, on va passer. On me dit le Factor X ce sera Kobel. Si l'excellent Grégor Kobel pouvait avoir un peu la courante, ça serait fort pratique, je dois bien l'admettre, parce que bah, il prend pas beaucoup de buts. Il fait une campagne de Ligue des Champions où je pense qu'il est pas loin d'être le meilleur joueur du. Même il est le meilleur joueur du Borussia, il n'y a pas besoin de. Faut le dire. Euh, et il a été très très bon à l'aller, encore une fois, quoi. C'est un gardien très fiable. Je pense que du dernier carré de la Ligue des Champions, c'est celui qui a la saison la plus construite, la plus fiable, la plus décisive, tout ce que vous voulez. Pour vous, tout simplement. Parce qu'en Ligue des Champions, bah, il s'est jamais trouvé. En championnat, il a été excellent. À lui de ne pas prouver qu'il est un gardien de dimension européenne, ça nous arrangerait. Mais effectivement, c'est peut-être le facteur X de la double confrontation. Daryl, Mathieu. Ah, Omar est là. Bonsoir Omar. Est-ce que tu nous entends? Bonsoir les amis. Ah, comment vas-tu? Super bien et toi? Et vous? Bah, ça va, tranquillement. On est bien. On parlait de Dortmund, du fait que Adeyemi était visiblement peut-être un peu incertain, puisqu'il s'est pas beaucoup entraîné ces derniers jours, même pratiquement pas aujourd'hui. Comment tu vois cette équipe du Borussia dans son approche? Est-ce que tu l'imagines rester comme au match aller, à savoir bah, le 4-2-3-1, 4-3-3 très standard, tout ça, ou basculer dans un système plus défensif? Quel est ton sentiment sur cette équipe, ce BVB version Edin Terzic? Euh, Globalement, mon sentiment, c'est qu'il n'y aura pas une approche très différente de celle qu'ils ont eu mercredi dernier, qui a été très payante sur plusieurs volets. Euh, je pense, bah voilà, vous en avez d'ores et déjà un peu parlé, mais ce qui était très surprenant, c'est la capacité à défendre bas du Borussia sans trop concéder d'espace. Beaucoup de maestria défensive autour de Mats Hummels. Ils ont réussi à annihiler les solutions en profondeur en ayant des décrochages assez intelligents. Donc, ils peuvent être dans une physionomie de match où ils vont être bas. Ça a été le cas à l'aller, ça devrait être aussi le cas demain. Euh, Ce à quoi ils associent des solutions, notamment sur les couloirs, qui sont un mélange d'extrême vélocité, de très grande discipline, tant sur les mouvements avec et sans ballon, ce qui donne un bon mix quand tu as, un œuf du style de Krug, qui est un excellent point de, de fixation, et deux, aussi une planche pour ses relayeurs. Donc je ne sais pas si le match de mercredi ressemble à un standard du Borussia. Moi, la réponse, je ne le pense pas vraiment. Mais ils ont, même si Terzic est très interventionniste, là, à mon sens, il pourrait reconduire les mêmes avec un plan de jeu similaire qui a été bien optimisé et pour lequel ils ont eu 100% de la récompense de ce qu'ils sont venus chercher, parce qu'ils ont réussi à ne pas encaisser de but. Très bien, oui. Effectivement, c'est vrai que plus que de parler de compo, il faut peut-être plutôt parler d'une approche qu'ils auront très basse sur le terrain, prudente et qui ne demande qu'à exploser en contre, bah, comme ce qu'ils ont fait durant une bonne partie du match aller, tout à fait. Bon, on a un peu fait le tour sur le Borussia. Euh, on va passer au PSG, puisqu'il y a quand même un joueur dont on est sûr qu'il ne jouera pas le match retour, malheureusement, c'est Lucas Hernandez. Comment vous imaginez la compo parisienne, bah, Daryl ou Mathieu, parce qu'Omar vient de parler, sur
est-ce qu'on repart en 4-3-3? Est-ce qu'on change de système? Qu'est-ce qu'on fait? Qui veut se lancer? Bah tiens, Mathieu, comment tu vois le PSG? On nous demande sur live, est-ce qu'on va pas faire un truc à deux attaquants, par exemple? Je ne t'écoute, Mathieu. On t'écoute tous. Bah, c'était une option que j'avais envisagée avant le retour face au Barça. Donc je pense que c'est toujours quelque chose que Luis Enrique a dans sa manche. C'est une option qu'il a près de lui, soit en cours de match, soit pour débuter. Après, ça dépend comment il évalue l'urgence, ça dépend comment il évalue l'ambiance qu'il y aura au parc. Ça peut être vraiment quelque chose de délibéré, de mettre le feu, de jouer avec une option très offensive sur le début de match en misant sur un public qui va être chauffé à blanc et qui va te pousser énormément pour pouvoir refaire de toutes les 20 minutes. C'est les stratégies qu'ont déjà employé d'autres équipes en Europe sur des matchs à élimination directe. Je pense que le plus fameux, je pense, c'est l'Atlético de Madrid qui est au Vicente Calderón, il y a une dizaine d'années, partait toujours très fort et était capable de mettre énormément d'intensité sur ses débuts de match. Donc ça peut être une idée en multipliant les options offensives. Bon, évidemment, le corollaire là-dessus, c'est que si tu pars avec Dembélé, Mbappé, Barcola et Ramos, tu te retrouves avec assez peu d'options satisfaisantes en sortie de banc, sachant que Colomwani a montré après le match aller qu'il était vraiment dans un creux très bas en termes de confiance. Et le reste, ce serait Lee Kangin et Marco Asensio. Donc, on va dire que il n'y a pas vraiment, il y a qu'une cartouche, on va dire, sur un plan de jeu comme ça. C'est si tu réussis pas ton entame et que tu réussis pas à prendre l'avantage sur ton plan de jeu de départ, t'as pas vraiment d'option ensuite sur le banc pour la durée et relancer et trouver une deuxième dynamique peut-être sur deuxième partie du match. Donc, ça peut jouer contre le fait de choisir cette option. Bah, tu crois? Ouais, Je sais pas, parce je que tu sais vois, pas. par exemple, l'idée du 4-4-2 un peu. Moi, j'y crois un peu parce que, au contraire, je trouve que ça te laisse une cartouche qui s'appellerait Barcola sur le banc. Parce que côté gauche, t'es pas obligé de mettre Barcola. 4-4-2? Ouais, ouais. Et tu mets qui alors que À gauche, tu si tu mets le fais genre pas? Lee ou voire Asensio. T'es pas obligé forcément de mettre Barcola Ouais, d'entrée. bah, je sais pas, à ce moment-là, tu joues en 4-3-3 et moi, je En parle fait, vraiment des quatre attaquants. Je parle ouais, vraiment non. des quatre attaquants avec. Mais tu vois, le truc, c'est que je comprends très bien l'idée de ce que tu dis. Bah, si tu mets pas les 4 autant jouer à 3 derrière. Et quelque part, je suis aussi un peu d'accord. Mais le truc, c'est que l'aller t'a montré que envoyer Mbappé devant face à Hummels Schlotterbeck, c'est pas une bonne idée. Mais t'as quand même un peu de place entre Hummels Schlotterbeck et Emre Can pour jouer. Tu peux le mettre aussi à gauche, Mbappé, mais ça veut dire que quand Ryerson est lancé, il n'y a personne qui le suit. Et t'as vu que Sancho contre Nuno, c'est pas forcément une match-up favorable. Donc, est-ce que t'as pas intérêt à jouer comme ça, avoir une solution un peu bâtarde côté gauche, avec un Lee ou un Asensio, qui est pas Thibaut, je veux totalement. pas je veux pas trahir le secret de nos discussions, mais je me rappelle que tu disais avant match des options Ah de mais Lee Kangin et de Marco Asensio titulaire. Alors je ne veux pas. te Je n'ai- voir défendre cette option Ah mais 40 attention, minutes plus tard, ça me surprend un peu. je ne veux pas l'avoir cette option. Ah, Mais je me dis qu'elle j'ai cru existe que je passais peut-être. sous un tunnel. Ah non, 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 mais j'ai sûrement pas envie de voir les deux Lascar, les deux loustiques, mais je me dis que dans le football de Luis Enrique, il les aime bien, tu vois. Je vous rappelle qu'il nous a mis Asensio titulaire en quart de finale aller contre le Barça, personne l'avait vu venir. Lee, bon lui on l'avait vu venir et heureusement on l'a plus revu depuis, mais j'ai un peu peur vu que Ryerson monte sans vraiment monter, que tu vas avoir besoin de tenir un peu Sancho et donc de l'aider d'aider Nuno. En fait, je pense que Barcola, on l'a un peu cramé à l'aller en lui demandant à la fois d'attaquer et de défendre. Et je suis pas sûr qu'on refasse la même approche, ou alors on jouera de façon très différente. Mais je sais pas, il y a un côté un peu. J'ai un peu du mal à croire dans ce 4-3-3 parce que, au contraire, ce qui a plutôt bien marché à l'aller, c'est quand on est passé très au large, qu'on a surchargé les côtés, qu'on a forcé Adeyemi et Sancho à venir défendre très bas. Et pas du tout quand on est passé dans l'axe à vouloir bourriner, bourriner, bourriner dans l'axe en fait. Et c'est pour ça que je me dis, est-ce que Lucho il veut pas ressortir son 4-2-4 des familles?
J'ai un petit doute. Voilà, c'est tout. À noter, pour donner un peu les dernières informations, l'équipe annonce que Ugarte a été testé dans l'équipe. On en parlait là aussi avant match, Ah. mais visiblement il a été testé au milieu de terrain comme option, comme alternative à Fabien Ruiz. Et en attaque, ça se jouait entre Ramos et Barcola. Voilà. Ah, c'est pour le match mental avec Terzic. Oui, voilà. Non, mais Après, c'est vrai que tous les journaux cette année ont largement montré qu'ils savaient Ouais. très peu déchiffrer Ils ne savaient Luis rien, Enrique on peut le dans dire. les choix de système ou dans les choix d'hommes. Donc, bon. Et a priori, c'est ce qui aurait été testé à l'entraînement ce soir. Et dans votre imagination, c'est forcément un 4-2-2-2. Pas possible d'imaginer une animation en losange, ah si, qui était quand même ce qu'on avait sans ballon sur la première partie du match. Je tire Avec un peu Dembélé le en 10. fil, mais voilà, Dembélé en 10, comme il y a beaucoup de bruit et d'écho autour de la titularisation de Ramos, tu pourrais imaginer avoir un 9 fixe, Mbappé dans un rôle qu'il n'a pas occupé depuis quelques temps, mais qui est peut-être son rôle préférentiel de 9,5. Dembélé derrière eux et trois milieux qui vont être chargés qui vont avoir une tâche défensive pour le coup beaucoup plus large euh, sans chargé de ballon. galérer, quoi. Mais au moins, tu fais un 1 pour 1 sur une charnière qui ne pourra pas gérer, à mon sens, et la fixation et la profondeur. Donc Bah, tu c'est vois, peut-être une option parmi toutes Et celles comment qui tu gères s'ouvrent. les sorties de balles sur Ryerson, du coup? Parce que c'est quand même ce qui nous avait fait pas mal galérer au match aller. Et là, avec un 4-4 de losange, je vois pas trop. Enfin, t'envisagerais du coup Ruiz qui s'occuperait à la fois de Sabitzer et Ryerson. Tu te replies enfin, t'attaques en losange et tu te replies à plat. Ça voudrait dire que peut-être Zaïre Emery deviendrait ton milieu droit, tu vois. c'est pas trop Ouais. grave, ça. Le plus dur, c'est le Oui, non, milieu gauche, ça quoi. c'est pas grave. Le plus dur, Mais après, Oui, sur c'est... oui, les phases de c'est pressing, plus à gauche. mais Après, après, à Daryl, gauche, ouais. ouais, Ouais. tout dépend de l'option. Si t'as Kang ou Kang In Lee ou Ruiz, c'est sûr que c'est pas tout à fait la même approche. Après, je sais pas trop ce que vaut Kangin sur un match où il y a que de la discipline et beaucoup de jeux sans ballon. Je pense pas que ce soit un petit peu ses points de force, mais un peu tellement un match hors du temps où les joueurs ils peuvent aller chercher des choses qu'ils n'ont pas forcément dans leurs ressources habituelles. Ouais. Après, moi, Je j'ai pense cité... elle serait surpris que si Luis Enrique reconduisait le plan défensif de l'aller, du moins de la première mi-temps, qui a quand même été en échec, on va dire. Pas tant parce que Mm. Ryerson était trouvé libre, mais parce qu'après, il était libre et ensuite, il pouvait trouver Sancho, qui là réussissait à créer du danger et le ballon pouvait arriver dans le camp du PSG, sur les meilleurs joueurs de Dortmund. Donc, assez surpris que Luis Enrique reconduise le losange défensif de la première partie du match aller. Donc, après, Mais évidemment, même on le est. losange offensif, hein. Parce que je suis pas sûr qu'il ait été très satisfait du losange offensif. Et sur là, ils vont me dire pourquoi ne pas reprendre la compo du match de poule avec Ramos à la place de Colomani. Bah déjà parce que Ugarte est plus du tout le joueur qu'il était à l'époque, que Vitinha ne joue plus ailier gauche comme à l'époque, que Nuno Mendes n'est pas Lucas Hernandez derrière. Enfin, la dynamique a tellement changé, ça n'a plus grand chose à voir honnêtement. C'est dur de revenir comme ça 8 mois en arrière pour remettre une compo qui a pu marcher face à une équipe de Dortmund qui a elle aussi beaucoup changé, quoi. Voilà pourquoi. Tout simplement. Et c'est vrai que aujourd'hui, si on voit demain la compo de l'aller avec la décharnière Skriniar, Marquinhos ou ce genre de choses, je suis pas sûr que tout le monde s'en remette non plus. Donc voilà. Bon. Sur le Daryl ou Mathieu, pour continuer un peu sur la compo du PSG, devant, c'est vrai que ce qui nous fait beaucoup parler, c'est l'animation offensive. Toi, Daryl, de ton côté, comment tu imagines cette chose? Tu parles de l'animation offensive Ouais, ou ouais. défensive? Offensive, offensive. Euh, Ouais, bah offensivement, bah du coup ouais, on évoquait là le 4-2-4 et oui moi c'est quelque chose aussi que j'envisageais. Bah donc Mathieu a évoqué certains points et je pense aussi que avoir un profil comme celui de Gonzalo Ramos serait pourrait être pas mal sur ce match parce qu'on a
à l'aller, Hakimi, enfin, on a quand même pas mal trouvé Hakimi en position favorable. Il a souvent réussi à prendre l'espace, mais le souci auquel on a été confronté à chaque fois, c'est que il y avait pas de présence dans la surface, quoi. Et les meilleures occasions dans la surface sont pas vraiment tombées sur la bonne personne. C'était Ruiz, voilà, avec ses projections et ses deux occasions ratées. Et là, je pense qu'avec un profil comme celui de Ramos, sur ce genre de situation, on pourrait avoir des conclusions bien plus heureuses. Donc, c'est quelque chose ouais, qui serait ce fameux 4-2-4 là, ou alors si on ne joue pas en 4-2-4 mais en 4-3-3, du coup, donc avec Mbappé côté gauche et Ramos dans l'axe, bon, je pense que voilà, c'est une alternative. Bon, évidemment, il y aurait du coup une question à gérer au niveau défensif sur le côté gauche. Mais voilà, je pense que ce qui sera important par rapport à l'aller, c'est vraiment d'avoir beaucoup plus de présence dans la surface et de projection. Parce que là, oui, en l'absence de Ramos et avec un Mbappé qui s'est plutôt écarté de cette zone, on n'a pas réussi en fait à tirer profit des positions favorables qu'on a réussi à avoir plusieurs reprises dans le match. Donc, ouais, pour moi, c'est un des enjeux vraiment principaux sur cette rencontre, quoi. La présence dans la surface. Tiens, on me dit sur la live, le 4-3-3 avec Ramos et Mbappé n'a jamais été essayé, j'y crois pas une seule seconde. Et je suis désolé, mais il a été essayé à Monaco. Ça avait pas du tout été une réussite, ça avait été une catastrophe absolue. Mais il a été essayé. Après, bon, voilà, s'il a été essayé qu'une fois, c'est peut-être que Lucho croit pas du tout en lui. C'est vrai que ça serait bizarre de voir Gonzalo Ramos passer de pas du tout utilisé en Ligue des Champions ou à peine à titulaire pour le match le plus important de la saison à cet instant. Bon, euh, faut voir aussi un peu comment dirais-je, comment il peut s'intégrer dans cette équipe. Gonzalo Ramos, il a à la fois pour lui et contre lui d'être un excellent remplaçant, d'être un joueur qui est capable de marquer, d'être vite dans le match. Est-ce que ça va pas lui coûter une place dans le 11 de départ? C'est possible. C'est vrai qu'à Lorient, il a joué avec Mbappé dans l'axe. Ça n'a pas été vraiment une réussite, hein, je pense, on peut le dire. Euh, Ramos n'a jamais été titulaire en Ligue des Champions cette saison, ça c'est vrai. Un peu de mal à... Je sais pas Mathieu ce que tu en penses, même si tu es comme moi, tu es parfois perplexe sur les bons dans la hiérarchie de Gonzalo Ramos. Non, moi, je partage avec toi le constat quant au fait que Luis Enrique ne semble pas vraiment croire en ce joueur, ou du moins à un certain niveau. Euh, le fait aussi de se le garder comme une cartouche sur le banc pour la fin de match. Après, est-ce que tu veux vraiment jouer la qualification sur les 20 dernières minutes? Je sais pas. Peut-être que tu peux aussi renverser l'idée et l'approche en disant bah, tu vas plutôt jouer la qualification sur les 20 premières et vraiment essayer d'enflammer le match et mettre une pression terrible sur Dortmund et les faire craquer d'entrée. Évidemment, c'est toujours séduisant sur le papier et il reste aussi à concrétiser sur le terrain ensuite. Mais ça peut être, les deux options peuvent se justifier. Donc, voilà, je sais pas trop. Le fait, je pense, d'avoir un joueur aussi peu participatif que Gonzalo Ramos, je pense que ça joue quand même contre lui hein, sur des matchs de Ligue des Champions comme ça. Donc, tu demandes un peu plus à ton attaquant en général que de camper dans la surface et d'attendre des centres. Donc, peut-être aussi ce que lui reproche ou comment dire, ce qui empêche Luis Enrique de vraiment croire en ce joueur et lui donner la confiance que son ratio but minutes jouées supposerait. Donc, à voir pour demain. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'options, beaucoup de possibilités pour demain. On a pas mal évoqué le trio offensif qui peut même être un quatuor. Il y a pas mal d'options aussi au milieu de terrain. Et si tu considères même Likan Green ou Asensio, il y a possiblement 6 joueurs qui peuvent débuter demain. Donc, c'est beaucoup d'options, une rotation qui est assez large pour Luis Enrique. Et maintenant, les bons choix qui doivent être faits pour demain avec le plan de jeu adéquat. Donc, c'est pas facile tout ça.
Pardon, pas facile, je disais. Oui, on m'a signé sur live. Effectivement, Gonzalo Ramos avait débuté le match à Newcastle. Ça s'était pas très bien passé. Et c'était en 4-2-4 à l'époque. Bon. On me dit le problème, c'est que Mbappé ignore Ramos sur le terrain, donc on se tire une balle dans le pied. Oui et non, parce que plusieurs des passes décisives vers Mbappé, de Ramos ou vers Ramos ont été avec Mbappé. Mais c'est vrai que l'entente n'est pas très très naturelle non plus, quoi. C'est pas, bah, on peut pas dire que ce soit comme avec Dembélé. Beaucoup de choix, comme tu dis, Mathieu. L'autre, bah, donc il y a le problème de la forme de l'attaque, les 3 les 4 joueurs. Euh, bon, une fois, on va faire dans le sens contraire, on va descendre. Au milieu de terrain, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Vitinha est évidemment le grand titulaire. Est-ce que vous imaginez aussi peut-être des changements, un changement, deux changements au milieu de terrain avec Ruiz, Warren, ce genre de choses? Je sais pas qui. Oui, Daryl, ouais, qu'est-ce que t'en penses? J'ai vu que Lee était envisagé du coup comme une alternative à Ruiz, mais personnellement, j'y crois pas trop. Et je ne pense pas que ce soit souhaitable par rapport parce que bon, Ruiz est évidemment est assez critiqué à juste titre hein, sur certains points, mais je pense quand même que défensivement, c'est un joueur qui est quand même beaucoup plus crédible que Lee et beaucoup plus en mesure de répondre au combat physique. Parce que le milieu de Dortmund est quand même, avec des Chan et des Sabitzer, bon, c'est quand même, voilà, il y a une densité physique et athlétique qui n'est pas à négliger. Et j'ai du mal à imaginer le PSG avec Vitinha et Lee face à de tels milieux. Fabien Ruiz, je pense que défensivement, il a quand même. Enfin, j'ai pas regardé les chiffres, mais je pense quand même il a régulièrement des stats défensives très honorables, Ouais, même si voilà, il a des manques, il a mais souvent niveau de des, ballons récupérés. il a souvent des bonnes stats de ballons récupérés, ouais. Parce qu'il arrive à Ouais, voilà. gratter avec des grandes péniches au pied, des ballons où il est pas trop Ouais, mal c'est ça. placé. Il a souvent des stats assez intéressantes. Je crois que l'an dernier, c'était le joueur du PSG qui récupérait le plus le ballon d'ailleurs, ou quelque chose du genre. Oui, voilà, voilà. C'est ça. Donc je pense que enfin des trois milieux titulaires, je pense que enfin, défensivement, en tout cas dans la forme actuelle, c'est celui qui est le plus performant. Bon, même si voilà, on peut ne pas être d'accord hein, évidemment, mais bon, je pense Tu que comptes pas Vitinha, Fabien hein. Ruiz est Quand tu dis les trois, pardon? tu comptais pas Vitinha dans les milieux, hein. Tu le mets à part. Ah bah Vitinha, il est très performant dans les interceptions et dans la Ah oui, ok, lecture, d'accord. Je mais croyais que tu parlais en général. J'allais dire, je t'assure ah que. non! Ouais, Ah non, oui. non, 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 je parle juste de l'aspect défensif là. Non, 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 oui, non, attention, je dis pas que Fabien Ruiz est le milieu le plus performant du PSG de manière globale. Je pense que voilà, sur le plan défensif, je pense que c'est celui, en tout cas, qui montre le plus de solidité et qui répond, qui est capable de répondre favorablement à plus de contexte. Hein, parce que Warren, dans l'absolu, je dirais Warren, mais là, il est quand même, il a une petite baisse de forme, même si ses prestations restent correctes. Donc, voilà, je pense que là, par défaut, euh, on ne peut pas vraiment se priver de Fabian Ruiz malgré toutes les limites évidentes du joueur. Ouais. Je suis assez d'accord avec toi. J'avoue que j'ai un petit doute sur. Par exemple, si on joue dans le fameux 4-2-4 que j'évoquais, est-ce que Warren sera titulaire? Je sais pas. Vraiment, hein, j'aime beaucoup le joueur évidemment, mais la forme qu'il a, les difficultés. Enfin, le match aller, il l'a traversé sans peser nullement et il a montré qu'il était capable de bien rentrer dans un match. Et je pense qu'on va avoir besoin du banc de touche. Est-ce qu'il va faire partie peut-être de ce joueur surprise sacrifié, comme il l'a été en quart de finale aller contre le Barça, au profit d'un lit justement? Je Pas m'int- pour une énorme réussite. Hein. Non. Non, non, mais je te dis pas que c'était une Ouais. réussite. Mais bon, les matchs de Warren, depuis un moment, c'est pas des réussites non plus, quoi. Et on a vu que son coach a pas hésité à le sortir quand il a vu que il était dans le dur. Après, ce qui me fait douter fortement de l'imaginer être remplaçant, c'est il est pas sorti au match aller, quoi. Au match aller, il aurait pu sortir. Il faisait pas un très bon match. Tu peux le remplacer pour 10 minutes par Asensio ou Lee, ou enfin, je sais pas, je vous cite les premiers noms qui passent, hein. Bon, peut-être pas Carlos Soler non plus,
Ou même, par exemple, moi franchement à l'aller, je pensais qu'il allait sortir soit Ruiz, soit Warren pour faire rentrer Ugarte et remonter Vitinha d'un cran. Voilà. Après, sur live, on me cite son volume de course et sa capacité à résister au duel. Je suis d'accord, c'est des choses importantes. Mais si t'as le ballon, que une personne qui t'en fait pas beaucoup, des différences, tu le sens passer un peu, quoi. Donc, j'ai quelques doutes. Pas un gros doute, hein, mais je me dis, est-ce qu'il est si certain que ça d'être titulaire, sachant que ça fait quand même un certain temps qu'il n'a pas réussi depuis. Bah, il a fait un très bon PSG Lyon. On me demande, c'était quand le dernier bon match à voir? Une PSG Lyon, il est excellent. Euh, à voir la suite. Est-ce que. Aussi la surprise de Levin Kurzawa. Alors, cette mauvaise surprise ne peut pas exister puisque Levin n'est pas sur la liste de la Ligue des Champions. Donc vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Le Phénix de Fréjus n'apparaîtra pas demain de façon certaine. Voilà. Je sais pas, j'avoue que j'ai un léger doute sur Warren de par les matchs qu'il produit depuis un certain temps parce qu'on a vu que Luis Enrique, au bout d'un moment, t'es pas bon, tu sors quoi. On l'a vu plusieurs fois. Alors il y a des fois, t'es pas bon, tu rentres. On l'a vu au match aller. Mais voilà. On me dit sinon Mayulu. Non, Mayulu, s'il rentre, c'est qu'on mène 5-0, hein. Je le vois pas du tout entrer. Ou alors peut-être en toute fin de match, qu'on est vraiment vraiment en galère et qu'il a besoin de quelqu'un à gauche parce que Barcola est complètement cramé. Mais voilà. On nous dit Ramos a joué 0 minutes au match aller, jamais il est titulaire au retour. La différence, c'est que Ramos il rentre par rapport à un contexte lié à Mbappé. Si le contexte lié au même Mbappé, qui reste aujourd'hui l'élément le plus décisif du PSG, est vu par Luis Enrique comme nécessitant Gonzalo Ramos, il n'hésitera pas à le faire jouer, hein. Euh, donc, il faut pas non plus forcément mettre ça de côté, hein. On nous dit on doit planter des buts et remonter, Ramos va jouer. Bah, c'est vrai que si on prend cette approche, et elle est pas bête du tout, hein, Gonzalo Ramos est le deuxième meilleur buteur du PSG cette saison, donc il pourrait jouer, surtout en 2024. Il est pas si loin que ça de Mbappé en nombre de buts, donc pourquoi pas. Bon, voilà. Je sais pas, Omar, de ton côté au milieu du terrain, si tu imagines un changement, deux changements, trois changements. Comment vois-tu la chose? Voilà, je pense qu'on partira possiblement avec les trois mêmes. Après, selon le dispositif, possiblement l'incorporation de Lee Kang-in pour mettre un peu de vivacité, mais sinon, je pense qu'on partira avec les trois. C'est au bout du bout, en fin de saison, ce qui t'offre l'association la plus, la plus honnête et la plus cohérente par rapport à ce que tu veux proposer. Donc, j'imagine assez mal des changements notables, même si je n'est pas une surprise près. Ouais. Après, Est-ce que vous imaginez pas, je repensais au match face à Lyon, au parc, où on gagne 4-1. C'est Asensio qui joue relayeur gauche et Ramos numéro 9 ce soir-là. ouais. Avec Vitinha, Zaïre Emery, est-ce que ça pourrait pas être une redite ou une association qui serait reconduite par Alors, rapport à ce qui a été fait face à Lyon juste après le match de Barça? Ouais. Je vois pas Dortmund laisser autant d'espace entre les lignes pour qu'Asensio se régale que Lyon, et il y a un autre personnellement. truc, c'est que c'est pas Asensio qui va t'aider à tenir Sancho, Mathieu. C'est ça le problème aussi. C'est que t'as eu un vrai souci à l'aller à tenir Sancho. T'as vu que Nuno Mendes, il était plus que sur un fil. Tu sais que t'as Julian Brandt qui va venir dans cette zone aussi. Euh, voilà. C'est vrai qu'on me dit que en conf, visiblement, Luis Enrique a dit on doit marquer un but, pas deux. Peut-être que ça sera un scénario plus défensif qu'on l'imagine. C'est possible, hein. Il est plein de surprises cet homme, hein. Mais bon, Il y a zéro raison de partir à l'abordage, hein. Enfin, mais il n'y a qu'un but de retard. Le panache, un peu. Ben, Omar, le Giro vient de commencer. Luis Enrique, il est devant sa télé en train d'hurler pour Pogacar, hein. Il n'est pas en train de se féliciter. Parce qu'il doit, en plus, il doit être pour les nazes de la Movistar, là. Mais bon. Non, mais Omar, il est pour Christopher Froome aussi. ouais, je ne vais pas filer la métaphore avec vous, mais enfin, c'est pas le Mont Ventoux, quoi, demain. Tranquille, hein. C'est une épreuve de plat qu'il faut, dans le meilleur des cas, finir au sprint. Et il n'y a pas de raison d'aller se dire on doit retourner le résultat en un quart d'heure, quoi. Non, c'est vrai, t'as Faut, raison. faut avoir une approche très tranquille du match et en plus ça va le faire. Donc, Des paroles qui font du bien, Omar. Tu as raison. Il faut. Mais
c'est ça qui est fou, c'est que d'un côté tu te dis ouais, c'est là où tu vois on est influencé par la com du PSG, c'est qu'on se dit ouais, il y a un truc de faut tout retourner et tout, faut vous casser les sièges, vous les lancez sur la pelouse. Non non, vous avez perdu 1-0 à l'aller, calmez-vous. Ça dure 90 minutes. Déjà, enfin même en ratant la première mi-temps la semaine dernière, on aurait pu largement marquer un ou deux là-bas. Bon, il Bah, faut rester calme. je veux dire, le premier but enfin, il aura toujours la valeur du premier but, quoi. D'accord, c'est mieux si tu le marques au bout de 30 secondes. OK, mais tu hypothèqueras pas tes chances, si tu le mets à la 46e et peut-être même à la 70e. Non, mais Omar, il faut prendre aussi un point en compte, c'est-à-dire que plus les minutes vont passer, plus l'anxiété sera côté PSG. Et pourquoi? Si à la mi-temps, tu as toujours, si à la mi-temps, tu toujours 0-0, là, on verra comment l'équipe réagit, hein. Et si l'équipe commence pas à devenir un peu nerveuse, si elle commence pas à précipiter ses actions, etc., je pense que c'est un bon débat de savoir exactement à quel moment porter l'accélération. Le moment le plus propice sur le papier, c'est le début de match. Ça ne veut pas dire que tu dois remonter en 20 minutes et que tu dois absolument faire ton retard en 20 minutes et que si à la 21e, tu es toujours à 0-0, bah, tu te tires une balle. Non, c'est pas l'idée. Mais le scénario et le moment le plus propice où le stade sera derrière toi, où l'équipe en face sera le plus sous pression, ce sera le début de match, a priori. Et plus tu attends, plus tu retardes le moment où tu vas porter les stockades, etc., plus ça risque de jouer contre toi parce qu'il y aura l'anxiété, il y aura les minutes qui vont passer, il y aura le murmure dans le stade, la frustration, l'angoisse et la déception peut-être. Donc c'est évidemment c'est très compliqué à gérer tout ça, les moments dans une éliminatoire. C'est toujours le grand débat, hein. C'est les équipes qui vont au bout et qui arrivent à passer des tours, c'est les équipes qui arrivent à mieux gérer ces fameux moments dans une double confrontation. Mais pour le PSG, c'est à la fois facile et pas facile. C'est facile parce que tu n'as pas tant de questions à te poser et que tu sais que tu dois gagner le match en rentrant sur le terrain demain. Mais pas facile parce que voilà, tu n'as pas trois buts à remonter et que tu dois pas faire non plus n'importe quoi. Mais tu dois quand même faire suffisamment pour déstabiliser Dortmund. Mais en fait, Nous, tu dois nous, juste on a. gagner, c'est ça. Enfin, moi, je pense que Ouais, là, il faut juste rationaliser la chose. C'est même pas, c'est même pas forcément la peine d'aller dans des scénarios. En fait, c'est Pour juste gagner par deux comme un buts. match habituel. Il faut gagner. Et déjà, bon, le fait de gagner, ça te met dans une position où tu n'es plus éliminé. Après, si tu arrives dans cette position-là, bon bah là, un autre match qui commence. Ou en plus, bon, si on est dans cette position, a priori, ça veut dire qu'on a l'ascendant psychologique. Vous savez qu'on mène au score et que Dortmund, du coup, bah, eux passent d'une position de qualifié à non qualifié. Donc, et à partir de là, voilà, on va chercher plus loin, mais je pense que déjà, il y a pas à se poser de questions ou à stresser outre mesure si le but n'arrive pas tôt. Faut juste viser la victoire comme pour n'importe quel match, quoi. Ouais, ouais, après, et puis nous, on a bien payé pour apprendre qu'une éliminatoire, c'est des dynamiques qui peuvent être sur des très courts moments. Je pense à l'élimination en 2014, tu vois, même si ça commence à faire un peu ancien combattant. Je crois que le but de Dembaba, il intervient à la 87e. ouais, à peu près, ouais. Et Mourinho, il avait dit en conférence de presse post-match que justement, bah, lui, il avait dit à ses joueurs d'absolument pas partir à l'abordage, que ben, ne pas prendre de but en réalité n'hypothéquait pas les chances, et que de toute façon, ils auraient leur moment offensif. Et que si on les convertissait, ben, on les convertissait plutôt, à la qualification tendrait les bras et serait à grande portée. Donc il va falloir. Tu vois, ce qui me fait peur, c'est l'approche abordage, elle, elle fonctionne avec des équipes qui sont aussi beaucoup plus sereines défensivement que l'on ne l'est aujourd'hui. Et Paris est une équipe qui concède trop pour se dire, ben écoute, on va mettre un coup d'accélérateur pendant 20 minutes, on va mettre un tempo terrible. Je vois pas Paris proposer ça sans concéder quelque chose de grave. Et la dynamique de nous prendre un but assez tôt, elle ferait plus écho, en tout cas à mes yeux,
à propos de ce que disait Mathieu, sur le doute qui s'immisce, sur le stade un peu fragile qui pousse pas comme il le faudrait, parce que ben, l'angoisse est quelque part l'habitude d'avoir enfin, les jambes en coton donc ça compte. Donc c'est pour ça que l'approche, à mon sens, la mieux qu'on pourrait avoir, c'est totalement de dépassionner ça. Euh, Certes, c'est une demi-finale retour de Ligue des Champions, c'est le meilleur match de football possible, surtout à domicile. Et en réalité, en les écrasant 1-0, 2-0 sur 2 frappes contrées, eh ben, ça t'ouvrira Wembley et à 21 et à 23h08, tout le monde aura oublié si le match a été de piètre qualité avec des buts un peu dégueulasses, quoi. Ah oui, mais c'est le mieux, c'est si tu gagnes sur 2 buts dégueulasses. Ça, c'est génial, parce que tu sais qu'en face, Mats Hummels, il va baver comme jamais. Et là, ça devient génial. Mais bon. Sur le... Bon, on a un peu dévié, on n'est pas trop d'accord sur le milieu, on a quand même... Enfin, je me mets à la place d'Edin Terzic. Tu vois, le match aller, il l'a préparé, il savait à peu près à quoi s'attendre. Le match retour, si on se met côté Dortmund, c'est Il a super plutôt été chaud. annoncé avant le match aller. Tu savais à peu près comment le PSG allait jouer et allait débuter. C'est à peu près évident que, aussi vis-à-vis des changements qu'avait pu faire et du turnover qu'avait pu faire Luis Enrique avant le match, c'était assez évident qu'il allait reconduire les joueurs qui avaient joué face au Barça. Là, c'est vrai que c'est beaucoup plus incertain, puisqu'on a cité les possibilités parce que sur la ligne d'attaque et la ligne du milieu, donc il y a 6 joueurs. On va dire qu'il y en a 3 qui sont assurés de jouer, qui sont Vitinha, Mbappé et Dembélé. Je pense que Zaïre Emery a quand même une option, une longueur d'avance au milieu. Et après, en dehors de ça, tu peux littéralement avoir Ramos, Barcola, Asensio, Ugarte, Fabian Ruiz, voire Lee Kang-in. Donc possiblement 5 ou 6 joueurs pour 2 places. Et beaucoup de combinaisons différentes au niveau du système. Donc c'est vrai que c'est assez délicat pour Terzic à lire. Ah mais c'est... Moi je me mets à sa place, c'est l'enfer, hein. Vraiment, hein, tu... Enfin, même au coup d'envoi. En plus, le grand jeu de Luis Enrique de les faire travailler un truc à l'échauffement et de se pointer dans un autre dispositif ensuite en match. Je me souviens encore de Xavi en train de s'exciter sur son bord de touche à dire à Jules Koundé, regarde, ils ont changé, ils ont changé. Bon, Jules avait pas trop compris, c'était au match retour, bon voilà. Mais c'est compliqué, hein. Mais après, ils ont aussi des armes, et effectivement, on me pose une question sur live intéressante, c'est qui pour défendre sur Niklas Füllkrug, qui a été le poison du BVB à l'aller, euh, qui nous amène à la question de la défense. Bon alors, je pense qu'à gauche et à droite, c'est vite vu. Nuno Mendes, Hakimi. Axe droit, probablement Marquinhos. Et il nous reste l'axe gauche, autrefois propriété de Lucas Hernandez, et aujourd'hui à prendre. Alors, Mathieu, tout à l'heure, a insidieusement diffusé l'idée de son Beraldo, puisque je le voyais venir, à nous parler de gestion du ballon, de tout ça, de sérénité. Non, plus sérieusement, qui on me dit sur le live Danilo versus Beraldo. Est-ce que on élimine Skriniar de la discussion aussi au passage ou pas? Je pose une question, hein. Oui, Daryl? Bah, le truc, c'est Skriniar, ses derniers matchs sont quand même pas trop mauvais. Donc, bon, je pense que on peut quand même l'éliminer, à mon avis, de la discussion parce que je sais pas est-ce qu'il a joué des minutes en Ligue des Champions depuis son retour? Non, je pense pas. Ou peut-être qu'il est rentré en fin de match à un moment Non, je crois contre le pas, non. Barça. Non, même pas. Ouais, non, voilà. Non, je sais Là, pas. il a pas du tout joué. Voilà, Non. donc je On nous pense, demande j'ai sur du le mal live, à. Skriniar a joué l'intégralité de la phase de poule, moins les 3 dernières minutes à Milan, quand on tente le tout pour le tout, qu'on le sort pour faire rentrer Barcola, qu'on Oui, finit en 3-2-5. Voilà. Sinon, il a joué toutes les minutes. Parfois même préféré à Marquinhos ou autre, quoi. Ou Danilo. oui. Ouais, ouais. Mais là, bon, là, Marquinhos, voilà, est indispensable et je pense que bon, il va évoluer à droite. Et donc, il me semble que Skriniar a surtout joué à gauche, à droite depuis son retour. Oui. Ouais, voilà, il a joué à droite depuis son retour, donc je pense pas que du coup Luis Enrique va s'amuser à changer ça, à bouger Marquinhos qui bah, a un peu voilà, la valeur sûre.
en défense en ce moment. Donc j'ai du mal à voir un Skriniar de retour de blessure depuis peu et qui avec seulement donc une prestation satisfaisante depuis être au niveau pour un match d'une telle intensité. Voilà, avec un tel enjeu. Je pense que ça se joue vraiment entre Danilo et Beraldo. Et ton choix alors, Danilo ou Beraldo? C'est sur là on me dit Danilo offre plus de garanties que Beraldo, Skriniar c'est Ouais, impossible. jadis alors, mais parce que Alors donc Le Danilo actuel, malheureusement, je ne trouve pas qu'il offre forcément plus de garanties que Beraldo. Je- Là, bah alors on peut évidemment se dire qu'avec l'expérience et l'enjeu, il saura bah, hausser son niveau. Pardon, hausser son niveau qu'il a à, montré dernièrement. Oh, je suis en train à tes souhaits, de m'étouffer, on pardon. va reprendre. Mathieu va te remplacer. Remplacement immédiat, Mathieu. Ton avis sur la défense centrale. Je sais que tu es béraldiste. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les, Attends, méno- je finis de mettre mes chaussettes les et je rentre en jeu. ménotistes sont en deuil en Argentine. Le béraldiste Martinelli a le vent en poupe avant ce PSG Dortmund. Voilà, c'est ça. Beraldo joue, évidemment. J'avoue que je comprends le débat Danilo, Beraldo et je peux entendre tous les avis, hein. Mais quand on voit la confiance que Luis Enrique a fait à Beraldo, enfin a donné à Beraldo plutôt, euh, sur des matchs de Ligue des Champions, à la Real Sociedad à l'aller, au retour, Mais, je qui remplace Lucas Hernandez à l'aller, hein, voilà. c'est aussi simple que ça. Et en plus, comme tu l'as dit, bah, le cas est arrivé au match aller et celui qui a été choisi, celui qu'on a envoyé s'échauffer, bah, c'est pas Danilo, hein. Bon, alors, en même temps, Danilo sortait d'un match assez catastrophique contre le Havre. Mais ça a été Beraldo, quoi. On me dit si Hummels est à la retraite, alors Danilo. Ah, faut vous méfier parce que Hummels est sorti de la retraite mercredi dernier pour contredire une dernière fois Mathieu. Voilà. Bon. J'avoue que le Danilo que j'ai vu contre le Havre, j'ai toujours pas envie de le voir en Ligue des Champions, mais c'est tellement de contextes différents, dans une équipe différente. Et en fait, je trouve que dans l'approche, dans ce débat un peu entre Danilo et Beraldo, t'as l'approche, est-ce que tu veux voir ce que tu vas subir ou est-ce que tu veux voir ce que le joueur va t'apporter? C'est-à-dire que Danilo, tu sais qu'il va dominer Fulkrug dans les airs et qu'il va le gêner, tout ça. Mais si tu veux apporter de la qualité depuis l'arrière, si tu as besoin de marquer des buts, et techniquement, est-ce que c'est pas plus intéressant d'avoir Beraldo? Bon. Euh, on dit il y a la grosse cote Mukele. Ah, là, c'est plus une cote, là, c'est le Ventoux, là. Je pense que le pauvre Mukele a plus de chances de le voir en après-match que pendant la rencontre, hein. Je pense que Presco a plus de chances de débuter demain. On nous dit Beraldo, est-ce qu'il vous a épaté par sa relance à Dortmund? Bah, il y en a une qui finit en touche, ça c'est vrai. Mais en revanche, il y a des actions, c'est lui qui les enclenche parce qu'il trouve une passe plein axe, bien en place. Et c'est vrai que Beraldo a marqué des buts cette saison, il en a déjà deux, puisqu'il en met un contre Nice en Coupe de France et il en met un contre Lyon en Ligue 1. Après, bon, en théorie, Danilo est aussi en mesure de marquer. Surtout, celui qu'il faudrait qu'il marque, c'est Marquinhos, parce que lui, c'est un peu un spécialiste. J'avoue Et que, puis, oui, est-ce que le choix du défenseur ne peut pas être aussi lié au choix que tu as fait en attaque? Parce que si Mbappé joue côté gauche, entre guillemets, et qui se recentre essentiellement, tu peux imaginer que ça sera Nuno Mendes qui va beaucoup jouer et prendre le couloir, plus que dans les situations, les matchs précédents où Mbappé était dans l'axe et c'était Barcola qui collait vraiment à la ligne. Et à ce moment-là, tu as peut-être plus besoin d'un défenseur central, donc axe gauche qui soit gaucher et qui puisse couvrir cet espace quand Mendes va prendre le couloir. À ce moment-là, ni Danilo ni Skriniar peuvent vraiment le faire sur le papier. Donc ça peut être aussi un autre point en faveur de Beraldo si l'animation offensive qu'on imagine avec Ramos et Mbappé est vraiment celle choisie par Luis Enrique demain. ouais, non, t'as raison. Et visiblement, attends, Beraldo a aussi marqué contre Lille au parc. Il a marqué en coupe et il a marqué face à Lyon. Ouais, oui, il en a deux, il en est pas à trois, hein, c'est ça? Mm. Oui, non, non, c'est ça, c'est deux. Il a pas marqué. Contre Lille, il s'était fait. On peut lui attribuer en partie le but de Lille, mais il n'avait pas marqué pour nous. C'était contre Nice en Coupe de France. Omar, ton avis sur le duel entre la plus belle moustache d'Amérique du Sud et le Caterpillar de Douro?
Il va dire Skriniar, Romain. Il va nous dire Skriniar époque Antonio Conte il y a 5 ans, sous perfusion et produit un Époque peu Spalletti. dopant. Non, je préférerais Kipembe, mais bon, écoute, pour Beraldo. Oh là, c'est un petit. Sans enthousiasme. Tu sens le plébiscite. Ah, c'était vraiment la conviction. Je reconnais le joueur qui va te faire défoncer dans le débrief d'après-match. Il y a élimination. Non. Mathieu, je te l'avais dit, je n'adhère pas à ce genre de défenseur qui refuse le duel. Tu le sais. Ramenez-moi Lenny Yoro. Ah, bah, Lenny Yoro ce soir n'a pas fait un très grand match, je peux vous le dire. Il y a des buts où il est pas net. Hein. D'ailleurs, faudra se méfier de l'Olympique Lyonnais en finale de la Coupe de France parce qu'ils perdaient 2-0. Ils ont encore réussi à gagner alors qu'ils ont été menés 3-2 aussi. Tiens, on me dit sur live, on fait un vote. Eh ben écoutez, on va lancer le petit sondage Twitch, puisqu'il paraît que je sais les faire, les sondages, voilà, gérer les sondages. Nouveau sondage. Alors, question Dani ou Beraldo, et je veux bien votre réponse, puisque ça m'intéresse. Est-ce que Darilo est de retour, comme il a été renommé sur le live? C'est bon, ça va mieux. Voilà. Et il y a intervention de Ryan sur le chat du podcast qui nous dit Beraldo, une sorte de Eric Garcia, fuyez les gars. Je sais. Alors, quand même, un peu plus de respect. Ah non, j'ai pas mis Skriniar dans le sondage, excusez-moi. Je veux pas recommencer. Bon, voilà. Plus de Beraldo, visiblement. Bon, je vais regarder les résultats en direct. Non, mais plus sérieusement, oui, Daryl, de ton côté, tu penches vers qui? Moi, ouais, donc, ce que j'avais commencé à dire, c'était que vu les prestations récentes de Danilo, même si, bon, voilà, avec l'enjeu, l'expérience, etc., on peut penser qu'il serait en mesure de répondre aux défis. Je serais plutôt partisan d'aligner Beraldo. Très bien, très bien. Surtout dans l'optique d'être voilà, d'être protagoniste avec le ballon. Je pense que il faut. Je vois l'équipe quand même avoir la possession. Bon, je pense que Dortmund va adopter une approche prudente, mais avec peut-être un peu de pressing. Donc, bon, je pense que voilà, Beraldo, en tout cas avec ballon, s'il est dans un bon jour, il peut apporter beaucoup à mon sens. Donc, ouais, je serais partisan de mettre Beraldo et voilà, défensivement, advienne que pourra, quoi. C'est vrai qu'on me dit sur le live, Fulkrug va le bouffer vraiment, c'est flippant. Attendez, à l'époque, Ouais, c'est pas non plus. on a entendu que Haaland devait manger Kimpembe, Presco l'avait mangé tout cru. Et voilà, c'est ça. C'est pas le même genre d'animal. Oui, voilà, c'est pas le même niveau Allez, non plus. et vraiment, enfin, l'appétence du 1 contre 1 de Kipembe, c'est une qualité très très rare et qu'il a toujours eu tout jeune. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes physionomies de match non plus. C'est vrai. Non, mais t'as raison, tu vois, c'est pas. C'est vrai que Dortmund a tendance à jouer long sur Fulkrug, et puis c'est vrai qu'il y a le précédent Lewandowski qu'on me rappelle sur le live, mais Beraldo, il a le droit de faire un meilleur match que ce qu'il avait fait face à Lewandowski. Peut-être aussi que Füllkrug n'est clairement pas aussi mobile que Lewandowski, qui est capable de jouer sur toute la largeur de l'attaque, de décrocher, d'attaquer la profondeur dans la même action. Füllkrug, ça reste un joueur de 31 ans, qui est un bon attaquant, attention. Hein. Mais c'est pas non plus Lewandowski, hein. C'est pas la même carrière hein, quand même. Ouais, Voilà. et puis à l'aller, Beraldo, il a pas été. Bon, c'était pas une grande entrée, bien évidemment, mais il a pas coulé non plus, quoi. Non. D'ailleurs, j'ai pas Face à compris Fulkrug. enfin, j'ai vu beaucoup d'articles de personnes qui étaient au match justement. Donc l'équipe, le Parisien, qui disait ouais, Beraldo est catastrophique face à Fulkrug à l'aller. J'avoue, j'ai pas trop compris d'où. Vous l'avez trouvé si mauvais que ça à l'aller, Beraldo, vous? Bah non, pas. Moi, pour le coup, c'est ce qui m'a un peu plus posé problème, c'est sa prestation avec ballon, où il a perdu quelques ballons dangereux, etc. Mais défensivement, je l'ai pas trouvé en énorme difficulté. Enfin, ça n'avait absolument rien à voir avec le match aller contre le Barça avec Lewandowski, où là, bon, il était clairement en perdition.
Pardon, bah oui, j'avais un peu. On me dit sur live, il a pas fait de grosses erreurs. Non, pas mal de gens, je le trouve pas en difficulté. Moi, j'ai trouvé qu'il avait même gagné des duels aériens. En fait, l'action, il est la plus en difficulté, c'est quand Sancho lui met la balle entre les jambes pour Brandt sur le sauvetage de Marquinhos. Mais sinon, après, dans le jeu, il a pas été spécialement bon. Mais j'ai pas trouvé spécialement non plus en danger, quoi. Donc bon. Et je suis comme Mathieu, j'ai envie de croire à cette charnière 100% Paulista. Nous allons voyager demain soir, Mathieu, ensemble. Je je ne sais pas si on va voyager jusqu'à la décharge publique ou jusqu'à Wembley, mais nous allons voyager, je peux vous le dire. Bon, est-ce que vous... Après, enfin, il y a une dernière possibilité, c'est Beraldo commence, et à la mi-temps, s'il est trop en difficulté, bah, tu le sors, hein. T'as 5 changements, faut que t'en profites, hein. Et Luis Enrique a jamais hésité à faire des changements très rapides s'il voit que ça va pas. T'es il est à 45, si t'es à la mi-temps, que t'es vraiment dans le dur, t'es à 45 minutes de la finale, bah, tu perds pas de temps, tu changes, hein. Vraiment, faut pas hésiter, quoi. Et même s'il sent que bah, il faut sortir Beraldo pour mettre Skriniar ou n'importe quoi, eh ben écoutez, on y va, hein. C'est comme ça, c'est tout. Il y a pas le choix, tu fais des changements. Il faut mesurer le nombre de changements, mais à la mi-temps, ça compte pas, donc autant en profiter. On me demande Marquinhos, Beraldo, Donnarumma en termes d'entente sur le terrain, ça donne quoi? Bah, pour l'instant, ils n'ont pas beaucoup joué ensemble. Mais après, Marquinhos et Beraldo ont quand même l'avantage de parler la même langue. Donnarumma, il parle français, il parle italien. C'est pas, enfin, ils font pas des dissertations sur le terrain, si je peux me permettre, hein. C'est pas non plus le. Enfin, ils sont pas en train de discuter mille trucs, hein, donc il n'y a pas de. Ça devrait être à peu près bon en termes de communication. Voilà. On nous demande est-ce que Ugarte n'avait pas joué défenseur en pré-saison. Si, il joue central droit, presque arrière droit sur le deuxième match amical. Mais bon, ça n'a pas été revu Et depuis. il a joué en défense avec Bielsa aussi. Ouais, il a été très bon d'ailleurs avec l'Uruguay dans un rôle un peu bâtard, milieu quand ils avaient pas le ballon, défenseur central quand ils l'avaient. Et il l'a fait aussi en Coupe de France. Mais là par contre, il avait été très très mauvais contre Revel. On a fait le tour. Le sondage, oui, je vous ai pas donné le résultat. Victoire sans appel de Beraldo, 77% des voix, contre 23% pour Danilo, qui, bon, malgré son statut de joueur le plus fiable aux yeux de la presse française, ne fait pas l'unanimité dans le live. Daryl, Mathieu, Omar, on a fait le tour sur la compo à peu près, hein. Il y a des joueurs qu'on a à peine cités, hein, Mbappé, Dembélé, Hakimi, Nuno Mendes, tout ça. Évidemment, ils seront titulaires. Donnarumma dans les buts, évidemment, ça sera titulaire. Vitinha, ce sera titulaire. Bon, c'est un peu les postes, comme a dit Mathieu. Tu as les 6 joueurs offensifs qui peuvent jouer. Derrière, tu en as 4, 5, 6 qui peuvent jouer. Barcola, peut-être? Oui, peut-être. Faudra voir qui est comment dire, qui est sollicité au coup d'envoi. Euh, Barcola, pour revenir un peu sur l'attaque, il fait partie de ces joueurs qui ont deux aspects très intéressants. Déjà, c'est un joueur qui rentre en général très 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 bien dans les matchs. On l'a vu au tour précédent contre le Barça et on l'a vu plusieurs fois dans la saison. Et Barcola, l'autre avantage qu'il a, c'est qu'il peut jouer des deux côtés. Et je me demande si ça va peut-être pas lui coûter un peu sa place dans le 11 de départ parce que sur le banc de touche, il n'y a aucun joueur de percussion comme lui s'il débute en fait. Euh, Donc, je sais pas, tiens, Mathieu, pour finir un peu sur cette compo, est-ce que Barcola ne peut pas être un peu le sacrifier pour être le super sub, un rôle que tu avais dédié à une époque à un joueur devenu un peu important depuis? Bah oui, c'est possible hein, que Barcola soit cantonné à ce rôle sur un match comme celui de demain. Possible. Si Luis Enrique décide de partir avec trois attaquants et Ramos en pointe pour fixer la charnière de Dortmund, c'est sans doute Barcola qui en fera les frais, donc à voir. Mais Ah, c'est vrai que si on reste dans l'hypothèse qu'il n'y a pas d'urgence et que le PSG a seulement un but à marquer pour aller en prolongation, etc., c'est important de se garder, donc de faire durer le match. C'est important de se garder des cartouches sur le banc, hein, donc de peut-être pas partir avec les quatre joueurs offensifs d'un coup, parce que à ce moment-là, tu aurais seulement Colomboigny comme vrai attaquant et Nikanguin et Asensio comme autre option, mais se garder peut-être une autre option sur les côtés
et pour finir le match et éventuellement jouer les prolongations. Avoir un Barcola qui peut faire la partie du match entre la 70e et la 120e si jamais, ça peut évidemment être intéressant en perspective de la qualification. Ouais. Non mais voilà. Tu as raison d'évoquer une possible prolongation parce que avec la fin du but à l'extérieur, ça devient une réalité et on a vu un ou deux quarts de finale aller en prolongation. J'ai en souvenir des huitièmes, pareil où ça a pas, il y a plusieurs qui ont fini en prolongation aussi en huitième. Donc c'est une réelle possibilité et même dans l'autre match, euh, on a 2-2 après l'aller, donc ça peut aussi finir en prolongation. C'est quelque chose à ne pas négliger. Et c'est vrai que c'est nouveau en Ligue des Champions parce qu'avant c'était quand même très 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 rare. On me demande, tiens, euh, je vous lance là-dessus. Est-ce que vous êtes confiant pour une séance de tir au but? Absolument pas. Moi, c'est pour ça que je voulais Là, gagner le match dans les 20 premières minutes, personnellement. Et Omar, On va, alors? on va finir largement avant. Je, autant j'ai confiance en Donnarumma, autant trouver 5 tireurs chez nous. On en a déjà parlé, mais comme on dit sur live, aller au péno contre les Allemands, c'est la pire idée de la Terre globalement. Euh, Mais ça ira pas au péno, on va les plier. on nous demande c'est quand la dernière fois qu'on s'est qualifié après une séance de tir au but. En Coupe d'Europe, j'ai aucun souvenir. Aucun Euh, souvenir. en Coupe d'Europe, je sais qu'on est éliminé comme ça contre les Rangers avec Ronaldinho, tout ça. En Coupe de France, pour moi, la dernière séance de penalty qu'on gagne en Coupe de France, je me demande si c'est pas genre Finale contre Lyon. finale contre Lyon? Quand? 2020? Ah oui, oui, t'as raison. C'était Covid, tu vois, j'avais complètement zappé la Coupe Covid, ouais. Sinon, je pensais à un Nantes PSG, un Nantes PSG il y a genre super longtemps. Et Montpellier 2021, me dit-on en Coupe de France. Oui, effectivement, avec Navas, voilà. Et Lyon, c'est Coupe de la Ligue, c'était pas Coupe de France. Tout de la Ligue, pardon. Ouais. Peut-être au Trophée des Champions, effectivement, il n'y a pas si longtemps. Mais j'avoue que j'ai aucune idée de quand c'était. Avec Pochettino, ouais, le PSG Montpellier, où on doit 1000 fois leur mettre une branlée et finalement, on. Comment dire? Ah ouais, le titre est erroné. Mince, je me suis complètement planté dans le titre, ouais, effectivement. On était un peu pressé, j'étais en retard, je suis désolé, c'est effectivement PSG Dortmund et pas Dortmund PSG. Fallait me le dire le live, dites donc les gars là. Bref, on va éviter les pénaltys, vous avez bien compris pourquoi. Parce que c'est quand même un peu une spécialité germanique de frapper fort dans la balle pour l'envoyer dans le but. C'est vrai qu'on a quand même un certain potentiel lose entre Soler qui élimine l'Espagne à la Coupe du Monde, Hakimi qui élimine le Maroc à la CAN, Marquinhos qui sort le Brésil à la Coupe du Monde. Je sais plus je pense que j'ai pas du tout envie de voir Ousmane Dembélé s'avancer pour un penalty non plus. Bon, il y a de quoi faire. Voilà. On dit la panenka de Dembélé avec le gardien qui bouge pas, je la vois tellement. C'est possible. Qui tirera chez nous? Forcément Mbappé, Hakimi, Marquinhos, je le vois assumer, euh, Vitinha. Ousmane, Mais il y a des joueurs comme ça, tu sais qu'il faut pas y aller. Tu peux les adorer, mais il faut surtout pas qu'ils y aillent. Gonzalo Ramos, s'il est là, ouais, il va tirer. Lee, peut-être. Soler. Barcola, je crois pas qu'il tire. Gigio, j'espère qu'il n'avait pas en 5 le meilleur, c'est Calderwood, on me dit. Je sais pas. Beraldo, il tire, j'imagine. Ah bah Beraldo, il y va avec le sourire, et puis voilà, c'est bon. Ça, Euh, ça sent la frappe molle, ça, tu vois. on nous dit un tir mou de Fabian Ruiz, ça, c'est totalement le scénario. Moi je vous le dis honnêtement, il y a un scénario où il y a un des Espagnols qui nous trahit au péno. J'y crois dur, hein. C'est terrible, Mais mais... dans votre scénario, Fabien Ruiz fait 120 minutes de jeu. Heureusement que le poumon de Fabian va nous sauver d'un éventuel penalty de Fabian. Mais Après, il peut rentrer encore de rencontre. bon, franchement, j'ai pas très très envie d'aller au penalty contre une équipe allemande. C'est pas trop des trucs qui sont faits pour mon petit cœur. On verra. Dans les autres, j'avais mis le thème générique qu'on met souvent sur les podcasts comme ça d'avant rencontre. Petit Warren, il y va avec son cartable posé à l'entrée de la surface. C'est possible. Et bon, on n'en est pas là encore. On va espérer finir positivement avant la séance de tir au but. Dans les habituelles clés du match, Mathieu, Daryl, Omar, qu'est-ce que vous mettez
pour cette rencontre, qu'est-ce que vous allez surveiller? Qu'est-ce que vous voulez absolument éviter? Mathieu, tu es le plus vieux du podcast après moi, donc quoique on a commencé ensemble, donc t'es le plus vieux. À toi la parole. Sur le clip du match. Ouais. Non, mais on a un peu discuté, hein, évidemment, dans les choix de composition, savoir. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est savoir comment Luis Enrique, quels enseignements Luis Enrique va tirer du match aller, notamment dans le choix défensif qui avait été le sien, de placer Dembélé plutôt axial. Ça avait posé quelques déséquilibres dans la façon que le PSG avait de gérer la largeur et notamment de gérer les ballons qui arrivaient jusqu'à Sancho, qui avait été le meilleur joueur du match à l'aller. Donc, à voir comment il s'adapte. Je m'attends à ce que le plan défensif soit différent, comme il avait été différent entre l'aller et le retour de Dortmund, de Barcelone, pardon. Donc, ça, c'est un premier point. Après, il y a les points qu'on répète à chaque fois, hein. C'est pas faire d'erreurs bêtes et gratuites, c'est-à-dire de Le, carton rouge, le de péno. penalty, voilà, de penalty non provoqués ou non obligatoires. Enfin, tout ce qu'a fait le Barça contre nous au retour. Et, Le club s'est désagrégé depuis, faut le savoir, hein. Ils font ouais. n'importe quoi et tout. C'est grâce à nous. Non, mais voilà, ça, c'est typiquement le genre de cas où tu as une équipe qui maîtrise pas du tout son sujet, qui perd ses nerfs et qui finit par donner l'éliminatoire à l'adversaire de façon presque gratuite. Là, c'est évidemment ce qu'il faut éviter. Après, à voir comment on va gérer aussi les coups de pied arrêtés, qui Mm. sont un point faible assez récurrent chez nous et sans Lucas Hernandez notamment. Euh, voilà, il y a quelques points comme ça qu'on peut surveiller. Ouais. Non, enfin, le traditionnel penalty. Daniele Orsato, l'arbitre, est pas un grand spécialiste du penalty. C'est vrai qu'il a jamais sifflé de penalty contre nous en 8 matchs. Pourvu que ça dure, je touche fortement du bois à cet instant. Et il nous en a donné deux. Voilà. Bon, ça veut. Je sais pas si le fait qu'on ait un arbitre italien et on ait une équipe plutôt latine nous avantagera, mais toujours est-il qu'il sera l'arbitre. Bon, globalement, c'est un des très très bons arbitres européens. Ils n'ont pas envoyé Pimpin comme ça arbitrer une demi-finale retour. Daryl, alias Darilo. Oh, ça te va trop bien, Daryl. Qu'est-ce que tu mets comme clé du match? Bah du coup, il y a les clés qu'a évoqué Mathieu et sur le plan offensif aussi, une des clés, je pense que ce sera aussi de comment trouver Mbappé dans de meilleures situations, quoi. Comment déjà les mettre dans de meilleures dispositions et comment le toucher dans des situations dangereuses où il pourra être une véritable menace et pas voilà, il faut pas c'est pas possible en fait qu'il sorte de ce match qui sera d'ailleurs très probablement son dernier sous nos couleurs au parc en Ligue des Champions, avec enfin, se sentir cadré comme à l'aller, quoi. Voilà, ça c'est pour moi inenvisageable. Donc voilà, c'est une clé évidente, mais bon, qu'on n'avait pas évoqué jusque-là. Comment faire en sorte que notre joueur supérieur puisse justement démontrer sa supériorité sur le terrain. Très bien. Omar, de ton côté, à part arriver dans son plus beau costume, quelle clé du match donnes-tu? Costard est important, même. Vraiment, la soirée pour le match Costard. Alors, si sur le volet défensif, c'est vraiment empêcher les joueurs de Dortmund de courir, la gestion des transitions va être, à mon sens fondamental. Et autant le Barça était le match de l'axe, je pense que Dortmund, le match de l'extérieur. Et le second point, ça va être notre capacité à se créer des occasions dans leur surface. C'est quelque chose qu'on n'a pas assez vu, pas assez fait, notamment lors de la première période. Et ça me paraît vraiment être la clé de voûte de la victoire de demain, à arriver à les faire reculer jusqu'à être acculés pour avoir ces occasions claires dans la surface qui nous permettront voilà, de passer devant au tableau d'affichage et aussi dans la dynamique du match. Très bien.
Moi, j'avoue que dans les trucs qui me paraissent importants, c'est gérer la durée du match, ne pas paniquer, ne pas faire n'importe quoi, même si le PSG prend un but au bout de 5, 10, 15 minutes, rester dedans, que le public continue d'y croire, que les joueurs... on a vu à Barcelone que prendre un but au bout d'un quart d'heure, c'est pas la fin en fait. Euh, de continuer comme ça à être derrière, d'être calme, d'être concentré. Euh, Faut pas oublier qu'en face, c'est une équipe qui a réussi à s'en mettre plein le pantalon à domicile contre Mayence pour perdre le titre. C'est pas une équipe très 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 fiable d'un point de vue psychologique. Je sais pas si on se rend compte du degré de lose qu'il faut pour ne pas avoir gagné ce Dortmund-Mayence. Et c'est les mêmes, hein. C'est les mêmes. Donc, restez bien concentrés, ne pas faire n'importe quoi, euh, attendre que le match, ne pas forcer les choses en fait. Enfin, sur le match aller, tu vois, enfin, je trouve qu'ils sont meilleurs, mais ils sont même pas vraiment meilleurs en fait. Toute la deuxième mi-temps, t'as largement de quoi égaliser. Tu fais une première mi-temps ratée et t'es pas loin du un partout, tout ça. Donc, t'es chez toi, t'as pu corriger des choses, t'as vu un peu les problèmes qu'ils ont pu te poser. Voilà. Mais il faut aujourd'hui être en mesure de prendre son temps, de montrer que tu es une équipe mûre, mature, même si tu es la plus jeune de la compétition, tu as énormément d'expérience. Énormément, énormément. Il faut bien prendre son temps quand on attaque. On a vu la semaine dernière que ça sert à rien de se précipiter à l'avant bêtement. Tu fais tourner de gauche à droite, de droite à gauche. Quand l'ouverture doit être là, et ben elle sera là, tu l'utilises. Mais vraiment ne pas faire n'importe quoi, partir à l'aventure, se baisser la tête au premier coup dur, tout ça, c'est vraiment ce qu'il y a de pire en fait. C'est ne pas ne pas tomber dans la facilité du scénario, quoi. Le scénario, c'est toi qui dois l'écrire, et puis c'est comme ça. Et tant pis s'il n'est pas tout le temps favorable, tu tiens le cap, tu suis les consignes et tu avances calmement. Vraiment, l'idée de garder les pieds sur terre, de ne pas faire n'importe quoi est très très important. Ne pas être le Barça, comme on dit, ne pas commencer à shooter et tout, ne pas commencer à se perdre sur l'arbitrage. C'est ce qu'il y a de pire à ce niveau-là. C'est vraiment le truc des cons, c'est que tu tombes dedans, t'es foutu. Parce que tu penses qu'à ça, tu t'énerves encore plus et tu finis par prendre un jaune, un deuxième et hop dehors. Donc ça, vraiment ne pas tomber dedans. Et après, au niveau individuel, bah, t'es obligé d'attendre plus de Kylian Mbappé. C'est marrant, c'est que tout le monde dit ouais, c'est peut-être son dernier match à domicile en Ligue des Champions. Je vous signale, on rejoue un seul match en... à domicile cette saison. C'est PSG Toulouse dimanche soir. C'est peut-être même son dernier match tout court au Parc des Princes. Alors, je pense qu'il reviendra avec une autre équipe ou l'équipe de France, enfin peu importe. Mais c'est peut-être son dernier match au Parc. J'ai un peu peur qu'il veuille jouer au héros, mais il est capable de l'être. Mais j'espère surtout qu'il va être le joueur majeur et dominant qu'il est, quoi, tout simplement. Il peut pas rater l'aller et le retour. Parce que l'aller, il fait pas un très bon match, hein. Il fait un match assez. Dans ses standards, il fait un mauvais match. Dans les standards d'un joueur de base quelconque, il fera un match que moyen moins. Mais il doit être là, il doit être au rendez-vous, hein. Il y a un scénario absolument incroyable qui est possible de s'écrire, euh, où il est en finale dans quelques jours contre la possible équipe qu'il va rejoindre ou la probable équipe qu'il va rejoindre. Et c'est un scénario que même les pimpins d'Amazon, ils avaient probablement pas imaginé un truc pareil. Donc il y a une histoire fabuleuse qui demande qu'à s'écrire. Bah mon grand, prends ton stylo, enfin prends tes pieds, tes crampons, et puis tu vas aller écrire tout ça, hein, parce que ça va pas se faire tout seul. Et il peut pas partir au bout de 7 ans sur un raté terrible, quoi. Parce que ça serait bon ni pour lui ni pour nous, et parce que ça voudrait probablement dire qu'il n'y a pas de finale. Et ça serait quand même bien dommage. Voilà. Allez, sur ce, on a à peu près fait le tour. On nous Il n'y dit... a, y a pas besoin de faire, et d'ailleurs pas que Mbappé pour tous Ah compris, oui, hein, il n'y a pas besoin de faire un match historique demain pour passer. totalement. Un très bon Pour gagner match un match suffit. pour Voilà. gagner un match de foot, ça suffira. Et là, virgule, pour Mbappé, il peut faire un mauvais match et facturer 2 buts. Personne ne lui en tiendra rigueur. Ouais. Même Voilà. un but, hein. Demain, demain, il n'y a pas de note artistique, en fait. C'est Totalement. ceux qui vont convoquer ces trucs-là.
Ça sert à rien, c'est être devant sur le tableau d'affichage à la fin des 90 et du bout des 120 minutes qui dira qui est le finaliste et qui est à Wembley. Ne mélangeons pas tout, et je trouve que c'est se mettre une pression presque insidieuse à se dire ah non, demain il faut faire une prestation de ce niveau-là parce que sinon l'histoire des 7-8 ans au PSG. Non, non, on s'en fout. Demain tu vas mettre tes ballons au fond, peu importe la manière, le comment n'est pas important. À compter au bout du bout, c'est vraiment qu'on ait ces 2-3 ballons qui franchissent le but de Dortmund, et le reste, il y aura tout le temps pour faire les débats sur l'histoire, sur ceci et cela, quoi. Ben, puis nous, faut qu'on comble au mois de juin, donc ça sera pratique, on le fera à ce moment-là. Alors, Il on y a en de est. quoi faire le bilan de Mbappé. Ah bah oui. Après, sinon, on peut vous refaire un 8e podcast sur Christophe Galtier, vu son interview dans l'équipe. Faut que je la lise, d'ailleurs. Oh non, non, je t'assure, vaut mieux pas que tu la lises. Ça va te mettre en rogne, Omar. Et c'est jamais sa faute. C'est jamais ça. L'Unekatef n'apprécie pas du tout son manque de courage. C'est pas ça, l'Unekatef, Omar. J'en profite pour saluer le camarade Domenech, d'ailleurs. Qui a Merci pour perdu. cette présidence. Courage, Président. Raymond. Pour tout, camarade. Courage, Raymond, courage. Estelle, elle est toujours là, elle. Ah bon, sur ce, on va vous laisser. On vous remercie pour votre fidélité, tous vos gentils messages, votre participation aussi, parce que vous participez en même temps que nous. Merci à Monsieur Rhin, qui est donc le cousin d'Abidal. Merci à Fugilion, merci à Roger AA, merci à JP Sorin et à Voté Antérol pour les subs en cours d'émission. Je me suis permis de vous garder pour la fin. Voilà. Ah merde, Estelle aussi s'est barrée. Bah, je suis désolé, Raymond. Il n'y a plus Estelle, il n'y a plus l'UNECATF, il reste que l'équipe du soir. Je suis désolé, mon grand. Mais, ou sinon, tu peux reprendre le FC Nantes, il y aura de la place en fin de saison encore. C'est pas très grave. Et merci aux touristes 12-21 à l'instant. Raymond, la légende du foot français. Raymond Domenech, ancien joueur du Paris Saint-Germain aussi, ne l'oublions pas. On n'a pas eu que des bons joueurs sous notre maillot. Allez, et bravo aux féminines, oui, victoire 1-0 en finale de la Coupe de France contre le Paris FC, si je me trompe pas, et j'avoue que j'ai pas eu le temps de voir le match ni même le résumé, donc je ne peux pas vous citer la buteuse. Mais on les félicite toutes, et on espère les retrouver très bientôt à gagner des trophées. Et les U19, j'ai rien suivi du week-end, je suis absolument désolé. À Fleury, pardon, pas le Paris FC. Le FC Fleury. Football de jeunes est off ce week-end. Ah ben oui, il y avait c'était il y avait pas un pont en France ou je sais pas quoi avec le 8 mai, non? Avec des tournois? Non? Je suis complètement à la rue. Je sais pas, mais C'est après-demain. Ah, c'est- pas de match U17 et pas de match U19. C'est la semaine Ah mais non, il y prochaine. avait Gambardella. Il y avait Gambardella. Ah, exactement. Voilà, puisque la finale opposera la grande AS Nancy-Lorraine au club sudiste ayant triché pour obtenir de nombreux trophées. Je n'en dirai pas plus. Non mais en plus c'est terrible, c'est qu'ils sont même pas meilleurs que nous et ils finissent en finale, ils vont probablement la gagner. Et Lieke Martens, la buteuse des féminines. Voilà. On a été à peu près complet, qui était entré en fin de match. Très bien. Et il n'y avait pas de match dimanche car c'était Fouriani. Mais je sais pas s'il y a pas, il y avait des matchs amateurs ce week-end, Omar. Quand même. Amateur, oui. Mais peut-être pas nationaux alors par contre. Bon, on sait pas. On va pas mentir, on sait pas. Je sais qu'il n'y avait pas de match en pro, ça c'est normal, mais Furiani c'est que pour Ah non, le foot. le 5 mai, il n'y a plus Ouais. de match pro de toute façon. Le débrief sera dispo sur YouTube dans la nuit, voilà. On me dit ouvre le forum aux inscriptions. Je vais vous faire une vague d'inscriptions là si j'ai le temps cette nuit ou demain pour tous ceux qui veulent. Donc envoyez un mail à webmaster@culturepsg.com et je ferai voilà. J'ai au moins 10 ou 15 comptes à créer, j'avoue j'ai méga la flemme, je vais le faire. Allez, sur ce, bonne soirée, bonne nuit à tous. On se retrouve nous jeudi, non, on est mardi, donc on se retrouve mercredi soir pour le débrief. Alors ça dépendra un peu l'heure de Real Bayern. Si c'est comment dire, s'il n'y a pas de prolongation, bah c'est 23h. S'il y a prolongation, c'est après prolongation. S'il y a tir au but, c'est au milieu de la nuit. Voilà. Et pourquoi c'est fermé? Parce que j'ai pas fait les mises à jour. C'est pas plus compliqué que ça. Et on nous dit si on sort mardi, le podcast va être légendaire. Ouais, mais si on peut avoir un podcast. Si on gagne aussi, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Celui après la psyche était sympa. Ah, c'était cool, on était en vacances. Ah. Omar était au milieu de la mousson, mais à part ça, c'était un bon souvenir. C'était celui-là, je crois. C'était abominable. C'était terrible. Allez, bonne nuit à tous, à très bientôt, et encore merci à tout le monde. Ciao, ciao.
Ciao. Ciao tout le monde, bisous. Allez, vive l'open source et allez Paris, bordel.